Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous remercie de votre présence ce matin. Le thème que nous allons aborder n'est ni la réindustrialisation de la France, qui fait objet de nombreux travaux parlementaires, ni la compétitivité des entreprises. Il y aurait beaucoup à dire pourtant sur les facteurs pénalisant nos entreprises, des normes nationales ou européennes trop nombreuses et des impôts trop lourds. Notre sujet est aujourd'hui le fabriquer en France. On peut se demander si c'est encore possible aujourd'hui. Cette table ronde s'inscrit dans le cadre de la mission d'information qui a été confiée à nos collègues Anne-Marie Nédélec et Franck Ménonville. Les Français disent aimer acheter des produits fabriqués en France. Pourtant, selon une enquête réalisée en octobre 2023 pour CCI France, le critère du pays de fabrication n'occupe que la 4e place dans les éléments guidant l'acte d'achat d'un produit, loin derrière le prix, la qualité et la durée de vie. La notion d'un produit fabriqué en France est elle-même complexe. Si les labels pullulent, le scepticisme des consommateurs est important. 35% d'entre eux déclarent ne pas être convaincus que les produits sont vraiment fabriqués en France. En effet, le fabriqué en France n'est pas un label. Aucun bureau officiel ne tamponne cette mention, pas même les pouvoirs publics. Il est laissé libre d'utilisation par quiconque souhaitant déclarer que son produit l'est. Néanmoins, les douanes et la DGCCRF effectuent des contrôles et peuvent sanctionner une qualification abusive de fabriqué en France. Ce sujet a évidemment pris une autre dimension depuis la guerre commerciale enclenchée par l'administration Trump. L'enjeu pour l'Europe est vital et nécessite une réponse à très court terme. Nos entreprises vont-elles survivre à la réorientation des flux commerciaux du commerce en ligne puisque les colis de moins de 150 € sont exemptés de tout droit de douane et qu'il est plus cher d'expédier un colis en Chine que l'inverse? Je rappelle que la plateforme chinoise Shine est devenue le premier commerçant de France en termes de volume de vente sans créer un seul emploi. Or, derrière la notion de fabriquer en France, il y a des usines qui font vivre nos compatriotes et nos territoires. Pour aborder ce sujet, nous entendrons tout d'abord M. Arnaud Montebourg, ancien ministre et désormais entrepreneur. Monsieur le ministre, je vous ai auditionné la semaine dernière dans le cadre de la commission d'enquête sénatoriale sur les aides publiques. Vous avez récemment participé au salon du Made in France afin de promouvoir du miel français. Lorsque vous étiez à Bercy, vous faites la une du Parisien brandissant en marinière un appareil électroménager français. On s'en souvient tous. Cette une est restée dans les mémoires. Quel enseignement tirez-vous de votre expérience ministérielle de la relance du fabriqué en France et comment abordez-vous ce sujet depuis que vous êtes vous-même entrepreneur? Nous devions également entendre M. Yves Gégaud, mais qui sera absent ce matin et qui a présenté ses excuses. Et nous donnerons la parole également à Mme Anaïs Voigilis, docteure en géographie, chercheuse associée à l'Institut des administrations des entreprises de Poitiers. Madame, vous aviez contribué aux travaux de la délégation sur le commerce extérieur. Vous avez développé une expertise sur le thème de la réindustrialisation en publiant récemment un ouvrage qui appelle à une révolution industrielle. Comment, selon vous, peut-on favoriser le fabriqué en France? Quelles sont les conditions économiques à réunir pour véritablement produire en France? Je vais vous laisser chacun la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Puis nous aurons un temps d'échange avec mes collègues de la délégation. Je rappelle que cette table ronde est ouverte à la presse, retransmise en direct sur le site internet du Sénat, puis en vidéo à la demande. Monsieur le ministre Montebourg, je vous laisse immédiatement la parole, en vous remerciant encore tous les deux de votre présence ce matin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Messieurs les rapporteurs, d'abord, merci de vous intéresser à ce sujet difficile sur lequel de nombreux gouvernements ont buté. Vous avez souligné le bilan qu'il faut faire aujourd'hui depuis, j'allais dire, que sont entrés dans les têtes cette prise de conscience collective qu'un pays qui ne produit pas est dans la main de tous ceux qui produisent à sa place et donc il perd sa liberté, il n'assure pas ses fins de mois. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour notre pays et dans une situation de dépendance coupable, fautive et dangereuse. C'est une des raisons pour lesquelles lorsqu'il m'a été donné d'être au gouvernement, je me suis permis, bien sûr, d'alerter la conscience de nos compatriotes par des mesures d'expression, j'allais dire, hors piste, hors des chemins battus, si vous me permettez cet euphémisme, mais surtout, c'était une politique. Qu'est-ce que le Made in France ?
c'est préserver le plus possible l'appareil productif quand il est menacé. Donc c'est déjà garder tout ce qu'on est en train de perdre. Donc c'est toute la politique de protection contre les risques de perte d'outils de travail dans le cadre des restructurations qui sont évidemment la vie naturelle d'un tissu économique. Il y a des entreprises qui meurent, des entreprises qui renaissent, des entreprises qui survivent. Bref, c'est un peu l'hôpital des entreprises qu'il faut rendre performant. J'ai toujours dit, dans le vocabulaire des libéraux à l'époque, ils faisaient une sorte d'apologie du laisser-faire. Si les entreprises tombent, c'est pas très grave, c'est qu'elles sont mal gérées et donc c'est qu'elles devaient mourir. C'est un peu comme si on disait à un malade se présentant à la porte d'un hôpital, vous êtes malade, vous devez mourir car vous n'avez aucune chance. Bien sûr que si. Il y a donc tout un processus que nous avons à l'époque, élaboré, permettant de sauver un grand nombre d'outils de travail qui étaient menacés. Cette politique-là, si vous souhaitez qu'on fasse un focus sur ce sujet-là, puisque nous vivons exactement la même période aujourd'hui de défaisance, que les niveaux de faillite ont même dépassé ceux que j'avais à affronter en 2012-2013, on est à 67 000 faillites, pas loin de 70 000. À l'époque, on était à 61 000. Je rappelle que normalement, on est à 45 000 quand tout va bien. Donc on a 20 000 faillites de trop. Donc quand je dis faillite, c'est procédure collective, tout compris. Je ne compte pas les mandats de conciliation. Je parle de la statistique judiciaire constatée par Altares généralement et tous les cabinets qui s'occupent de surveiller ces indicateurs. Donc, première politique, travailler à sauver les outils de travail. En gros, vous avez une perte de ressources. On partage la charge. Le banquier prend sa perte, l'actionnaire se fait rincer un bout, les salariés acceptent des départs et l'État abandonne des créances. On récupère l'outil de travail et on repart. Nous avons systématisé ça, y compris, puisqu'à l'époque, il n'existait que le CIRI qui s'occupait des entreprises de plus de 400 salariés. Donc il y avait les gros sujets à Bercy, tout le reste, tout le monde s'en fichait. Donc on a inventé les commissaires au redressement productif qui sont occupés dans tous vos territoires, départements, et d'ailleurs beaucoup, aujourd'hui m'en parlent encore, je ne parle pas seulement d'élus, mais d'entrepreneurs ou de gens du tissu économique, disent « Ah, vous avez sauvé ça, ah, tiens, vous êtes là pour telle réunion, je vous rappelle que vous m'avez aidé à... » Enfin, bon, donc ça a marqué, et d'une certaine manière, cette politique s'est plus ou moins maintenue. Pourquoi ? Parce qu'on a acquis un savoir-faire. Je rappelle que quand on a besoin d'argent frais pour relancer un outil de travail, on a besoin quand même de besoins en fonds de roulement, les banques ne sont pas au rendez-vous. Donc qu'est-ce que j'ai fait à l'époque ? J'avais inventé ce qu'on avait appelé le fonds de résistance économique, c'est-à-dire que c'est l'État qui fait la banque, c'est le ministre qui fait la banque, sous signature du Premier ministre. C'est le FDES, qui était une ligne à l'époque qui a servi à la reconstruction du pays, qui a servi à mobiliser des fonds qu'on prête aux entreprises, aux grosses entreprises en difficulté. Donc aujourd'hui, vous avez encore cette ligne qui fonctionne. Le ministre de l'Industrie aujourd'hui, j'ai vu ses statistiques, tout ça est rendu public au journal officiel, et vous devez certainement chaque année, dans la loi de finances, donner des autorisations parlementaires pour abonder cette ligne. C'est une ligne qui se substitue au secteur bancaire, qui est défaillant dans le secteur de la restructuration. Il n'y a pas de banque de la restructuration. Je rappelle que si la BPI n'a pas dans ses statuts l'obligation de financer les restructurations, elle avait au moins dans ses statuts l'obligation d'abonder des fonds de retournement, c'est-à-dire qui permettaient d'apporter des fonds propres à des entreprises qui étaient en difficulté. Donc, premier volet. Deuxième volet, c'était on a perdu des tailles importantes des pans entiers de l'industrie, comme on fait pour les remonter. Donc ça, c'était ce que j'avais appelé les plans industriels. Tout le monde a dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est le retour du Gosplan. Je vais écouter, les plans pompidoliens et gaullistes n'ont pas si mal marché. À part le plan calcul, tout le reste a fonctionné. Le spatial, le nucléaire, l'aéronautique, tout ça a fonctionné. Donc je ne vois pas pourquoi on se priverait. Deuxièmement, c'était des plans... et je disais à tous les libéraux qui ont toujours tenu quand même la dragée haute à tous les gouvernements, quels qu'ils soient, quand ils voulaient intervenir dans l'économie, nous disaient de quoi vous vous occupez, vous ne saurez jamais faire. Moi je dis mais c'est pas nous qui faisons. Ce sont les entreprises, les filières qui eux-mêmes montaient avec nous les plans industriels. C'est eux qui vont les piloter, c'est pas nous. C'est pas les fonctionnaires qui vont le faire.
qui sont moins bons que les entrepreneurs sur ce sujet, bien sûr. Bon, donc cette planification-là, c'était 34 plans industriels. Excusez-moi, en 2013, on a monté avec Renault et Stellantis, au plus haut niveau, c'était Carlos Ghosn et Philippe Varin, un plan pour le véhicule à 2 litres, thermique. Parce que moi, j'ai jamais cru que le tout électrique était une bonne politique. D'abord, ça pose des questions sur, j'allais dire, la pertinence de la compétitivité sur le terrain de la décarbonation. On peut se poser des questions. Je vous laisse le soin d'analyser ça, vous êtes meilleur que moi sur le sujet. Et par ailleurs, on se posait à l'époque la question de savoir comment on allait réduire notre dépendance aux fossiles déjà. Donc aujourd'hui, vous avez les véhicules entre 5 et 6 litres au 100, on n'est jamais vraiment descendu en dessous. Mais à l'époque, ils nous demandaient de financer la R&D, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, les constructeurs français, de financer la R&D. Le véhicule, donc on a topé. Les 2 grandes entreprises constructeurs automobiles ont topé, et on finançait une partie de la R&D. C'était un des plans industriels, le véhicule à 2 litres. Le véhicule devait sortir pour 2020. 2020, on aurait eu, pendant le confinement, des petits véhicules sous marques différentes, parce qu'on avait fait... Mais franchement, sur le plan mondial, je pense qu'on pouvait changer la suite des choses. Donc, vous voyez... Bon, alors tout ça a été abandonné par mon honorable successeur, dont vous connaissez le nom à l'époque, M. Macron. C'est bien dommage. Parce que cette planification, elle avait un but, c'est qu'au moins elle donnait un cap, elle disait comment on allait faire le Made in France, et il y avait 34 produits. Alors je les ai rendus publics à l'époque, vous les trouverez sur mon site internet de l'entreprise dont je suis dirigeant, les équipes du Made in France. Ce sont des plans qui sont tout à fait intéressants, parce que vous voyez, il y a des choses qui ont été faites, mais il y en a beaucoup qui ont été abandonnées. J'avais un plan sur les dirigeables. Pour porter... qui a fait les dirigeables? Pas nous, avec Airbus. C'était pas rien quand même. Qui a fait les dirigeables? Les autres pays, pas nous. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération technologique, des nouveaux usages sociétaux, et qu'il y a des produits à mettre en face, il va bien falloir monter les boîtes qui vont devant. Il faut bien les créer, ces entreprises. Donc il faut bien les financer. Il faut bien mettre les ressources technologiques, les ressources humaines. Donc c'est des entreprises qui peuvent le faire. Je rappelle qu'il y avait un des plans, c'était un cloud souverain, où j'avais mis ensemble OVH et Atos, M. Breton et M. Clabat. À l'époque, ils ne s'entendaient pas trop. C'était le mastodonte et le petit pousset. Mais quand même, j'aurais dit, bossez ensemble, faites-nous un cloud souverain. Bon, le cloud souverain, on le cherche encore. Hein. Il est quand même poussif 10 ans après. Donc, vous voyez que la planification, ça sert à avoir des visions de long terme. Donc ça, c'était... Et puis, troisièmement, c'était l'environnement de la naissance du naissain, j'allais dire, c'est ce que d'autres ont appelé plus tard la Startup Nation, à condition qu'on ait les moyens de financer les développements, les différentes phases de développement des entreprises. On finance très bien en France le capital risque, on ne finance pas le développement, il n'y a pas d'épargne qui est fléchée vers l'économie française. Donc ça, c'est des sujets stratégiques sur l'auto Made in France. Après, vous dites, comment se fait-il qu'il n'y a pas de label, etc., que le consommateur est perdu? Pourquoi? C'était votre question, Monsieur le Président. Je réponds avant de conclure, laisser la parole à Anaïs Voigt-Gillis. Je vais vous dire, aujourd'hui, la Commission européenne considère qu'une politique de labellisation des origines des produits est un obstacle au commerce. C'est-à-dire qu'informer le consommateur sur les origines d'un produit est un obstacle à la concurrence. Donc, c'est-à-dire que la boîte noire doit subsister, sinon, vous portez atteinte à la concurrence libre et non faussée. Donc, évidemment, à chaque fois que, je me souviens, j'ai essayé d'ouvrir les négociations avec mon collègue qui était le vice-chancelier à l'époque, d'Allemagne, allemand, en leur disant, les amis, moi je veux la politique du Made in. Made in Italie, Germany, France, etc., Spain, etc. Il dit, ah, mon cher Arnaud, c'est difficile parce que je ne veux pas qu'on sache que les Porsche sont fabriqués à Bratislava. Ah, ça c'est une autre stratégie, en effet. Donc on n'a jamais pu trouver de solution donc de compromis politique en Europe, et j'ai ouvert le dossier, je me souviens de la rencontre, on est même allé à Airbus ensemble avec le ministre de l'économie, il s'appelait Sigmar Gabriel, c'était un SPD qui était le vice-chancelier de Mme Merkel, et on n'a jamais réussi à trouver un accord. Voilà, je vous le dis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, si juridiquement le gouvernement actuel décidait de dire, écoutez, je vais mettre
sur tous les produits les origines. Ils l'ont fait à notre demande. Sur le miel, pourquoi? Parce que le miel, c'est un produit qui est, contrairement à ce qu'on croit, stratégique, puisque c'est ce qui permet de garantir le niveau de pollinisation de l'agriculture. Excusez-moi du peu. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas d'abeilles, parce que vous tuez les gardiens des abeilles qui s'appellent les apiculteurs, eh bien, vous affaiblissez votre niveau de pollinisation, donc de reproduction naturelle des plantes. Bon, excusez-moi, la rentabilité agricole repose sur les abeilles. Donc si vous n'avez plus d'abeilles, bah, vous n'avez plus de rentabilité agricole, enfin de rendement agricole. Et donc là-dessus, on a obtenu, avec les syndicats agricoles, que le gouvernement, et je me souviens, j'étais venu à une commission d'enquête il y a peut-être 5 ans, 6 ans, que les origines des mélanges de miel par les packers soient sur les pots. Bon, très bien. Ben, on peut faire ça sur toute l'économie, c'est pas mais il a fallu aller négocier avec la Commission sur des motifs sanitaires. Voilà. Donc miel de Roumanie mélangé au miel de Chine mélangé. Alors vous avez Ukraine, Roumanie, vous avez le monde entier dans le pot. Hein. Mais au moins c'est inscrit, ce qui permet aux apiculteurs français de défendre leur travail. Mais on en est seulement là, sur quelques produits. Vous avez la viande, vous avez... sur des questions sanitaires. Mais sur les questions de l'ensemble de l'économie, si un gouvernement français décidait aujourd'hui de fixer un label, ce que j'ai essayé de faire, ben vous avez une plainte devant la Commission européenne et nous serons donc condamnés. Je vais vous dire, il faut vivre avec les condamnations européennes. Vous savez, c'est presque comme... la plante en plastique dans l'aquarium pour les poissons. C'est pas très grave. Il faut vivre avec les désaccords en Europe. Parce que là, nous avons besoin maintenant de mettre, j'allais dire, de l'ordre dans le désordre économique. C'est la politique du renard dans le poulailler. Donc évidemment, excusez-moi, M. Boudin dit la DGCCRF et les douanes font des contrôles. Ils font des contrôles sur quoi? Sur l'application du droit européen qui dit que la dernière opération, y compris d'emballage marginal et anecdotique sur un produit fait en France, justifie le Made in France. C'est ce que nous, on appelle les militants du Made in France, Anaïs en fait partie, M. Gégaud également, le franco-lavage. Il y a le greenwashing, eh bien moi, nous luttons contre le franco-lavage. C'est-à-dire tous les gars qui font faire en Chine et qui mettent du tricolore. Donc maintenant, moi j'en ai assez qu'on utilise le drapeau français de cette manière. Donc moi je demande au Sénat, vous êtes là pour ça, comme je demande à vos collègues parlementaires, députés de la représentation à l'Assemblée nationale, de prendre la loi, de la voter, d'imposer sur tous les produits l'origine des produits. Je vais vous dire ça, pour une fois, les entrepreneurs seront ravis d'avoir une norme qui le leur impose parce qu'ils aimeraient... Et là, vous allez voir, ça va faire le ménage. Donc je vous demande de le faire. Et comme je disais à tous ces fonctionnaires de Bercy qui, à chaque fois, je leur proposais une solution, me disaient « Ah ben ça, c'est pas possible, la commission est contre, qu'est-ce qui va se passer ?» Je leur disais « Vous avez attrapé la brucellose. Vous êtes malade. Si vous demandez l'autorisation à l'Europe, vous ne l'aurez pas. Mais faites-le. Et on plaidera. Et vous verrez, il y a beaucoup de choses qui passent comme ça, parce que finalement, c'est le bon sens. L'origine des produits. Aujourd'hui, vous savez, on a vécu, je vais me faire un peu, puisque Yves Gégaud et moi, nous sommes membres du conseil d'administration d'un label qui est privé, qui s'appelle Origine France Garantie. Il y a quand même 1000 entreprises qui sont rassemblées, dont les miennes, qui défendent les origines par un label. Donc on est obligé de payer Veritas, AFNOR, donc des contrôles sur nos propres produits pour qu'ils certifient qu'on a plus de 50% de fabriqués en France. C'est nous qui payons pour avoir le droit de dire notre origine. Franchement, on ferait mieux de faire payer ceux qui dissimulent plutôt que ceux qui sont sincères. Donc franchement, on est dans un monde à l'envers où nous marchons, comme certains agriculteurs l'ont fait savoir, sur la tête. Merci, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. On est en train de se faire la réflexion que quand on avait auditionné Stéphane Manigaud sur le fait maison, c'est exactement le même principe et le même fonctionnement. C'est un petit peu, on marche un peu sur la tête. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Madame Voigilis, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, vous m'excuserez, je ne vais pas faire les formalités d'usage. Je vais vous saluer les uns et les autres puisque je me tromperai assurément dans l'ordre et donc ça serait plus gênant qu'autre chose. Oui, c'est vrai, on marche sur la tête et on le dit très régulièrement et je crois que c'est un constat qui est partagé largement par tous les Français. Et pour autant, je crois que dans ce pays, on doit dire depuis des années qu'on marche sur la tête, qu'on a trop de fiscalité, qu'il faut simplifier, que rien ne va. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui a changé
concrètement, les rapports s'empilent et l'action publique ne suit pas. Donc, on peut s'en étonner et se demander comment est-ce que, à partir de la connaissance, qui je pense est largement partagée, reconnue, on arrive à passer du discours aux actions et donc à une transformation, en tout cas un impact concret sur nos politiques et la vie de chacun. Sur la question du fabriqué en France, M. Montebourg a dit déjà énormément de choses, donc je vais essayer d'être complémentaire. Je pense qu'il y a parfois la tentation peut-être de vouloir le limiter à un outil marketing ou se dire que c'est quelque chose, une sorte de marqueur identitaire, et peut-être que dans certaines catégories ou franges de la population, c'est vu comme un marqueur identitaire, mais globalement, il y a beaucoup plus de choses à dire et à en tirer. La première chose, c'est que le fait de fabriquer en France est un outil au service de l'indépendance du pays, au service de la souveraineté, et la souveraineté n'est rien d'autre que la liberté, en tout cas se laisser les marges de manœuvre pour continuer de choisir ce qu'on veut en tant que société. Et à partir du moment où les chaînes de valeur se sont largement internationalisées, où le tissu industriel français s'est largement détricoté, on a perdu des marges de manœuvre qu'on est en train de payer très cher aujourd'hui à chaque mouvement géopolitique, à chaque crise environnementale, et on sait que dans les années à venir, elles vont être amenées à se multiplier, que ce qu'on a connu au moment de la pandémie, avec des images très frappantes et certainement très blessante, d'autant plus pour un pays comme la France qui se perçoit encore comme une puissance mondiale. Une grande puissance mondiale, l'image de ne pas avoir de masque, les batailles pour accéder aux masques sur les tarmacs d'aéroports, le fait que les principes actifs ne soient plus produits en France, que les respirateurs manquent au moment d'une pandémie, ou encore que les médecins soient en surblouse avec des sacs poubelles, ce qui est quand même le symbole d'un État qui n'a plus les moyens de ses ambitions. Et tout ça, c'est aussi avoir en tête, quand on parle de fabriquer en France, c'est-à-dire que je crois que plus qu'aujourd'hui, l'heure des choix a sonné. On doit se poser la question de collectivement qu'est-ce qu'on veut construire et où est-ce qu'on met les moyens, puisque assurément nous n'aurons pas les moyens de tout faire. L'autre chose, c'est que cette reconfiguration des chaînes de valeur se fait autour de la Chine, qui a une politique industrielle très claire, qui est assumée, qui est autour d'objectifs définis clairement, avec la politique Made in China 2025 et la sélection des secteurs où la Chine ne souhaitait plus dépendre d'eux. Et c'est aussi ce qui se joue dans la guerre économique avec les États-Unis autour de sujets comme les semi-conducteurs. C'est pour ça qu'une île comme Taïwan est en risque d'un point de vue géopolitique, parce que la Chine aujourd'hui cherche à maîtriser ces technologies pour des questions d'indépendance. Elle a aussi cherché à maîtriser l'approvisionnement en matières premières critiques à travers les nouvelles routes de la soie. Et quand on regarde ce qui est en train de se passer avec Donald Trump, tout le débat sur les matières premières critiques en Ukraine ou la volonté de s'approprier le Groenland, c'est tout simplement une bataille autour des matières premières critiques. Alors on pourra se dire que Trump n'est pas le plus grand défenseur de l'environnement. En tout cas, je pense qu'il a très bien compris que le futur, c'était qui maîtriserait le mieux ces matières premières dans un monde aux ressources qu'on sait désormais fini. Et l'Europe, à partir de là, on n'a pas de politique aussi forte, aussi ambitieuse. Alors je ne dis pas qu'une ambition, c'est d'aller s'approprier les ressources des autres, mais en tout cas, c'est prendre conscience des dépendances et mettre en place des politiques beaucoup plus ambitieuses que ce que nous faisons, et s'en tenir à des choix clairs. Fabriquer en France, il y a des questions de cohésion et de création de valeur. Aujourd'hui, l'affaiblissement du tissu industriel, c'est moins de création d'emplois, moins de création de valeur sur le territoire. Et la création de valeur, c'est la fiscalité qui est générée par les entreprises sur le territoire, par les emplois des personnes qui travaillent en France dans ces entreprises, tous les emplois directs et induits, mais aussi la fiscalité qui est liée à leur consommation, puisque mécaniquement, des gens qui travaillent dans l'industrie ou déjà qui ont un emploi, puisqu'on a quand même un phénomène de chômage élevé, ont une capacité de consommer plus importante et donc ont une fiscalité, génèrent une fiscalité plus importante. Et il y a des enjeux de transition écologique. Le problème de la situation actuelle, c'est qu'on parle de réindustrialisation avec deux sujets qui se passent. Et réindustrialisation est très liée à la question du fabriqué en France, où on pourrait même dire que ce sont des homonymes. On a un problème de demande. Les Français, la consommation est atone en France. En plus, on a dopé artificiellement la consommation, puisque quand on a découvert de nouveaux lieux de fabrication à bas prix, on a aussi permis de maintenir artificiellement un pouvoir d'achat. Et on ne se pose pas la question aujourd'hui de la structuration du pouvoir d'achat. Et je ne suis pas expert du sujet, mais je vous inviterai tous à regarder le poids du logement dans le panier moyen des Français. Et si vous voulez gagner des marges de manœuvre pour acheter des produits mieux disant, puisqu'il y a une question de prix qui se pose, eh bien, alléger la question du poids du logement dans l'enveloppe de chacun est un moyen aussi de regagner des marges de manœuvre sans forcément aller toucher les questions de fiscalité.
Question de la demande qui se joue dans un contexte où la demande européenne est atone, où la demande chinoise est atone, mais le marché américain est en train de se fermer aux acteurs chinois. Donc les entreprises chinoises ont cherché des nouveaux relais de croissance, là où les marchés restent largement ouverts, donc a priori vers l'Union européenne. L'autre chose est qu'il y a une volonté très forte de réindustrialiser de toutes les grandes nations, les États-Unis, la Corée, le Japon, d'autres pays européens. La Chine veut maintenir sa base industrielle et la Chine a des surcapacités de production mondiale dans un certain nombre de domaines critiques, l'acier, la production de panneaux solaires, la production de batteries pour véhicules électriques. Et donc quand vous posez la question de la réindustrialisation, si vous ne posez pas la question des équilibres intra-européens, donc notamment avec l'Allemagne, et la question des équilibres mondiaux, votre politique industrielle, elle se heurtera toujours à des pays qui ont la capacité de faire du dumping et donc de vous envahir avec des produits à bas coût. La Chine aujourd'hui, et vous trouverez des industriels beaucoup plus qualifiés que moi, notamment tous les industriels qui produisent en France et qui produisent en Chine, qui vous diront qu'aujourd'hui, ils voient des produits chinois arriver à des prix inférieurs à leur coût de production en Chine. Donc ça veut bien dire qu'il y a un dumping. Et la réponse de l'Union européenne, qui aujourd'hui une taxe par exemple plus importante sur les véhicules électriques, est insuffisante. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est un bon début, n'est pas suffisant puisqu'il est largement contournable. Et la dernière chose, c'est qu'on s'impose des normes. Les normes font partie de l'acceptabilité de l'industrie et du bon vivre en France et en Europe, avec des normes environnementales, sociales et élevées. Mais trouvons-nous normal d'importer des produits qui ne sont pas produits dans les mêmes conditions ? Puisque là, vous créez un déficit de compétitivité, un biais de compétitivité. Et la réciprocité, lorsque tout le monde parle de simplification, il y a une mesure qui serait assez simple. Une bonne norme, c'est une norme qu'on applique aux autres. Si vous ne les appliquez pas aux autres et qu'on se l'impose à nous, et que ça a un impact sur notre tissu industriel, pourquoi on la maintient? Si on estime qu'elle a un enjeu environnemental qui s'inscrit dans nos objectifs environnementaux qui sont clés au regard du contexte climatique, pourquoi n'exigeons-nous pas des gens qui importent des produits sur le territoire européen qu'ils se mettent au même standard? C'est des débats qui font mal. Hein. De la même manière, quand on refuse de produire certains produits sur notre territoire pour des notions environnementales, est-il normal de continuer à importer ces produits? C'est le sujet des révoltes agricoles, je vous rappelle. Sujet maintenant. Et donc, si je continue avec quelques points, bon, il y a, je pense, le fabriqué en France a une image positive, une image de qualité, une image de savoir-faire. Mais à désindustrialiser notre pays, nous avons perdu les savoir-faire. Nous ne savons plus produire, nous ne savons plus gérer la masse. Et en face, nous avons des mastodontes comme la Chine qui savent gérer la masse. Et la masse, c'est le standard universel de l'industrie, massifier la production pour abaisser les coûts unitaires. Donc quand vous savez produire en masse des produits de qualité et que vous avez les compétences, réinverser la tendance, et je dis pas que mon discours n'est pas de dire que c'est impossible, mais mon discours est de dire qu'il faut prendre conscience que la marche à gravir pour refabriquer en France et dans le contexte européen va être très importante et que c'est pas seulement des lois, c'est aussi une volonté, un moment collectif de se mettre en mouvement derrière une industrie. Et je suis pas convaincue que globalement, si d'un côté, et on a plein de marqueurs qui nous montrent, hein, les gens sont très sensibles au fabriqué en France, n'achètent pas forcément au premier lieu pour des questions de pouvoir d'achat, mais il y a aussi des questions de qualité. J'ai énormément de respect pour les entrepreneurs français, mais il y a un vrai sujet de qualité des produits. Certains sont de très haute qualité, mais d'autres peinent aussi à rivaliser. Et quand vous avez un consommateur français qui a fait le choix d'acheter un produit plus cher parce que fabriqué en France et qui fait un vrai geste vers ce produit et que le produit est décevant, c'est toute la filière qui en pâtit. Donc il y a aussi l'enjeu de monter le niveau de jeu collectivement au niveau des entreprises et de respecter les consommateurs. Et dans les entreprises, il y a encore, même si les choses jouent, et les gens qui nous écouteront pourront arguer que j'ai un propos caricatural, mais pendant très longtemps, on se disait les gens achèteront bien ce qu'on a envie de leur vendre. Et aujourd'hui, dans un système de compétition mondiale, il y a un niveau de jeu à augmenter. Et si vous voulez faire remonter des filières sur le tissu, des filières industrielles en France, vous avez besoin d'un tissu industriel solide, qui est un peu le parent pauvre des politiques actuelles. Tissu industriel solide, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toute personne qui a voulu remonter une filière, que ce soit fabriquer des montres, de l'électroménager, etc., se heurte à la difficulté à trouver un sous-traitant. Et quand on trouve des sous-traitants, on se rend compte aussi que ces sous-traitants peuvent être dans une situation économique fragile. Et donc, quand vous allez baser sur un seul sous-traitant
la création d'un nouveau produit sur le territoire avec une fragilité économique, ça ne vous engage pas forcément à le faire. Et derrière, on a besoin d'avoir que ces sous-traitants une visibilité. Et c'est aussi pour ça que les grands donneurs d'ordre doivent jouer aussi leur rôle en faveur du tissu industriel. Et je pense que autant on a peut-être les gouvernements, M. Montebourg le sait mieux que moi, ont très peu de relations avec toutes les myriades de PME qui existent en France, autant je pense que les grands donneurs d'ordre français sont très régulièrement reçus, que ce soit à l'Élysée ou dans les différents bureaux des ministres, et qu'ils sont bien contents d'avoir l'appui de la France quand il s'agit d'assurer le parapluie diplomatique et autre chose. Donc à un moment, il y a une responsabilité de ces donneurs d'ordre dans la désindustrialisation de la France, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, avec le soutien d'un pays, parce que dans les années 2000, délocaliser, c'était quand même monnaie courante, et tout le monde se disait, si vous voulez survivre, eh bien, il faut aller ailleurs. C'était toute la modularisation de la production qui a été aussi largement propulsée à l'échelle américaine, mais on ne peut pas renforcer le tissu industriel français sans avoir des grands donneurs d'ordre qui jouent le rôle. Donner de la visibilité aux sous-traitants, parce que c'est aussi ce qui va leur permettre d'investir dans de nouvelles machines pour permettre l'émergence de ces filières. Donc il y a un vrai enjeu de fonctionner en écosystème et de réflexion globale. Et après, il y a tout un tas de faiblesses sur pourquoi le fabrique en France ne fonctionne pas. C'est une notion qui est floue, Made in France, la dernière transformation substantielle. Il y a une multiplication des labels. Vous avez des labels comme Origine France Garantie, vous avez des labels sectoriels, on ne s'y retrouve plus. Vous allez dans j'ai fait l'expérience avant de venir, je suis allée dans un magasin, j'aurais voulu m'acheter des ampoules. J'ai pas été déçue, entre imaginer en France, designer en France, le petit drapeau en France, français mais fabriqué en Chine et tout. Il y en a pour tous les goûts. Le consommateur ne peut pas s'y retrouver, surtout quand il est heurté à une multitude de choix. Il y a un manque de visibilité de l'offre du fabriqué en France. C'est du fait de marques plus petites. Et parfois, vous avez du mal aussi à savoir où vous allez trouver le fabriqué en France. Il y a une question de différentiel de coûts et de prix, même si je pense que c'est quelque chose qu'on peut relativiser. Le différentiel de prix, on ne va pas comparer une des opérateurs comme le slip français au 1083 avec un Chine, parce que le modèle de Chine, on n'en veut pas en France. On ne devrait même pas en vouloir à l'échelle mondiale. Alors je veux bien qu'on parle de pouvoir d'achat. Je pense que la question du pouvoir d'achat ne se joue même pas là. C'est juste la volonté de consommer très librement et de renouveler très régulièrement sa garde-robe sans tenir compte des conséquences sociales et environnementales de ses choix. Et là, je pense qu'il y a un appel très clair à faire aux consommateurs. Donc, je vous ai parlé de la fragilité du tissu industriel. Bon, il y a un certain nombre de choses que je pense qu'on peut mettre en place. La première, c'est des labels, peut-être réduire le nombre de labels, mais avoir des labels publics clairs, avec des critères lisibles, que la commande publique joue son rôle. On a trop régulièrement des cas où on entend parler que la commande publique n'a pas joué son rôle, et je vous garantis que nos voisins européens s'encombrent moins de règles sur est-ce que je respecte parfaitement les traités ou pas à l'échelle européenne. Une fiscalité qui doit peut-être jouer en faveur de la relocalisation. Qu'est-ce qu'on veut ? Alors, on parle toujours de fiscalité autour de l'industrie. Moi, j'ai envie de dire, si on ne met pas la fiscalité adaptée à l'industrie, c'est peut-être parce qu'on n'a pas envie d'avoir d'industrie sur le territoire français. Il y a un moment, il faut, si on veut quelque chose, on s'en donne les moyens. Et ça, on le fait à l'échelle individuelle. Donc, on peut très bien le faire à l'échelle collective. Et on pourrait imaginer plein de choses. Pourquoi pas créer des zones franches où on implante des industries qui sont critiques pour notre souveraineté. On peut très bien définir des objectifs, ou qui sont critiques pour des questions environnementales ou des enjeux d'emploi. On met les critères qu'on veut. Très certainement des campagnes pour... alors, on va revenir sur nos emplettes sont nos emplois. Mais on a vu des campagnes faites par l'ADEME sur la question de la sobriété. Pourquoi pas faire des campagnes sur la sobriété, mais aussi la valeur pour l'impact social et environnemental du fabriqué en France et du fait d'acheter en France. Il y a la question de la mobilisation aussi de la grande distribution pour justement avoir des commandes plus massives pour les fabricants français et aussi donner accès et une visibilité à ces produits aux Français. Il y a tout l'enjeu autour de l'Union européenne sur la question de la traçabilité des produits et de la transparence. Je suis désolée, ne pas savoir d'où vient un produit, c'est pas favoriser une concurrence libre et non faussée. Donc savoir d'où vient un produit, avoir une connaissance même des étapes clés de la chaîne de valeur, me semble pas antinomique avec les règlements européens.
On pourrait imaginer un Buy European Act. Alors l'Union européenne veut faire quelque chose avec la commande publique dans le cadre du Clean Industrial Deal. C'est très bien et moi je salue le Clean Industrial Deal. Je pense juste que c'est décorrélé du temps industriel. Les entreprises européennes sont en train de crever. Quand ça arrivera, ça sera mis en œuvre, il n'y aura plus rien. Donc on pourra se saluer d'avoir mis quelque chose, mais qui ne servira du coup à rien puisqu'il n'y aura plus rien. Donc Buy European Act, je ne vais pas détailler là-dessus, mais je vous renvoie à un rapport qu'on a fait avec Carbon 4 et InFrance sur le potentiel et l'influence d'un Buy European Act sur des filières type acier-ciment, donc des filières d'industrie lourde. Je pourrais vous le partager. On pourrait aussi imaginer un label européen. Vous avez des pays, on peut s'inspirer de ce que font les États-Unis, ce que fait le Japon et la Corée en termes de labels territoriaux, ce que fait le Brésil ou l'Afrique du Sud en termes de contenu local. Et la dernière chose, c'est on parle beaucoup de la mobilisation de l'épargne. On parle de mobiliser l'épargne des Français depuis ma naissance. Alors à chaque fois que je dis ça, les gens trouvent que je suis fortement désagréable puisque c'est un peu jeuniste. Mais vous inquiétez pas, comme tout le monde, je vieillis. Donc bientôt cet argument n'aura plus de valeur. Mais j'en profite encore un peu puisque c'est le privilège de la jeunesse. Ça passe trop vite. Mais il y a un outil, on parle donc de l'épargne, et dans l'épargne, vous avez l'épargne salariale, qui est un outil qu'on pourrait mobiliser. L'épargne salariale, elle est gérée par des fonds type, des gestionnaires d'actifs type Natixis ou Amundi, qui proposent des dispositifs. Aujourd'hui, dans les dispositifs, on met des valeurs qui ne sont pas forcément des valeurs françaises ou européennes, mais des valeurs américaines. On pourrait très bien imaginer des dispositifs qui sont uniquement vers l'industrie française, alors en incluant le luxe, en incluant des valeurs cotées et non cotées. Si on regarde l'industrie dans les valeurs cotées françaises, CAC 40 plus le SBF 120, on se rend compte qu'elle surperforme par rapport aux valeurs du service. Alors c'est tiré massivement par le luxe, mais vous pourriez faire du panachage avec des valeurs du luxe, du non-coté, et mettre une obligation aux gestionnaires d'actifs de le proposer, comme on l'a fait sur l'économie sociale et solidaire, et imaginer aussi un critère incitatif, soit de la part de l'État, soit de la part des entreprises, avec un amendement plus fort, par exemple, puisque toutes les entreprises font des amendements quand vous avez déposé de l'épargne sur un dispositif PE ou PERCO, vous pourriez imaginer un amendement plus fort vers ce dispositif qui soutiendrait le tissu industriel, puisqu'il y a un véritable enjeu de financement. Et il n'y a pas de raison que le fruit du travail des Français ne profite pas en premier lieu aux industries françaises ou européennes. Je pense que tout le monde s'accordera là-dessus. Et dernière chose, on parle du manque de lisibilité des critères du Made in France. Mais alors, je vous encourage à essayer de comprendre comment fonctionnent les supports d'épargne salariale. Vous ne savez jamais vraiment sur quoi vous mettez votre argent. Donc un petit peu de transparence pour dire vous soutenez plus telle valeur environnementale ou plutôt des sujets d'emploi, etc., aurait quelques vertus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à déclarer. Merci sincèrement à tous les deux. La langue de bois n'est pas de mise ce matin et c'est ce qui nous va très bien, franchement. Je vais donner la parole à nos deux rapporteurs, Anne-Marie Nedelec et Franck Menonville, qui ont quelques questions à votre égard. Et ensuite, chaque collègue ici présent pourra également poser une question. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que beaucoup de choses ont déjà été balayées, voire des réponses déjà apportées depuis qu'on a commencé donc ce travail. Je vais être très synthétique puisque Monsieur le Président me l'a fait un peu avant. Voilà, donc pour moi il y avait trois enjeux. Le premier, on a parlé d'ailleurs des trois, c'est effectivement la définition. Parce que vous avez tous les deux parlé, Monsieur le Ministre, Madame, de ces foisonnements, de certifications, de labels, sans parler de toutes les petites choses qui peuvent indiquer aux consommateurs de façon directe ou indirecte que c'est sûrement fabriqué en France. Voilà. Donc comment se mettre d'accord sur une définition claire qui soit aussi une garantie de lisibilité pour le consommateur. Alors vous avez dit le code des douanes européen ne semble pas satisfaisant si j'ai bien compris. Bon, la DGCCRF, c'est un petit peu à géométrie variable aussi. Et puis aussi, comment le contrôler.
C'est-à-dire à partir du moment où on aurait pu se mettre d'accord sur une marque, peu importe, mais qui garantisse vraiment aux consommateurs que lorsque ce sigle ou cela va être apposé, c'est vraiment du fabriqué en France et dans quelles conditions. Mais comment contrôler, puisque au cours de nos auditions, alors on nous a donné moult exemples de fraude, de contrefaçon, de détournement du système, du franco-lavage, comme vous appelez, etc. Le deuxième enjeu, c'est effectivement réindustrialisation et souveraineté. Alors là, on s'aperçoit que entre les paroles et les actes, il y a une très grande différence. Et comment... parce que la commande publique est aussi au centre de ce débat-là, et comment favoriser en quelque sorte la commande publique dans le respect des règles de bonne pratique, mais sans être trop naïf non plus, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup s'affranchissent. Alors, j'ai compris qu'il fallait y aller. Et puis qu'ensuite on plaiderait, oui, pourquoi pas. C'est le problème qu'on a. Et puis enfin, par rapport aux consommateurs, puisqu'on voit bien, quand on interviewe les gens, le consommateur semble un peu tiraillé entre, oui, il a quand même bien une conscience de l'empreinte carbone, de la souveraineté, du Made in France, mais en même temps, le prix très attractif, vous l'avez dit madame, le renouvellement très rapide, on est dans une civilisation malheureusement du jetable encore, donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui un petit peu pas une contradiction, mais un tiraillement entre ces deux choses-là. La tentation du jetable, de renouveler les choses rapidement, d'acheter au moins cher, et en même temps de se dire, il faut quand même préserver les emplois, il faut la planète, etc. Voilà. Donc c'est un petit peu ces enjeux-là qui nous préoccupent. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, peut-être quelques éléments pour déjà vous dire que c'est vraiment un plaisir de vous auditionner et un plaisir qui est le nôtre aussi de travailler depuis quelques semaines dans cette mission d'information sur le Fabriqué France. On en découvre tous les jours. Vous nous avez aussi encore illustré un certain nombre de difficultés rencontrées. Moi, je voudrais peut-être revenir sur quelques éléments, notamment, Monsieur le Ministre, notamment au regard de votre expérience, quels sont les principaux éléments d'une politique publique réaffirmée et permettant de mieux protéger plus efficacement la marque France. Ma collègue l'évoquait, le franco-lavage, mais le foisonnement des labels, le contournement aussi des utilisations de symboles qui finalement au quotidien trompent le consommateur. Et par ailleurs, considérez-vous que l'arsenal législatif, vous l'avez déjà un peu évoqué, actuel est complet pour protéger l'utilisation trompeuse de l'appellation et des symboles français qui identifient la France et qui surtout trompent le consommateur. Moi, je voudrais peut-être aussi revenir sur les plateformes avec leurs effets finalement dévastateurs et qui brouillent complètement l'origine des produits. Comment s'assurer de la provenance des produits vendus sur les plateformes? Je voudrais évoquer quelques chiffres. Le commerce en ligne explose, passant en 20 ans, entre 2005 et 2025, de 8 à 175 milliards d'euros. La France a reçu en 2024 1,5 milliard de colis, majoritairement originaires de la Chine, 91% des colis, 3 fois plus qu'en 2022, quand j'illustre cette explosion. Les industries textiles, les cosmétiques, les jouets sont principalement pénalisés. Les fraudes sont massives et notamment les allégations mensongères sur les provenances. Les douanes sont débordées. Comment améliorer le contrôle? Comment améliorer cette traçabilité? Et, lors de nos auditions, on a découvert qu'un seul contrôleur était mobilisé pour contrôler Amazon. Donc, autant dire qu'il n'y a pas de contrôle. Voilà. Après, je voudrais revenir aussi sur la commande publique. Comment encourager l'achat local par la commande publique? Je voudrais illustrer aussi, vous dire que début juin, notre mission ira en Italie.
non pas que nous souhaitons faire l'apologie de la politique de Madame Meloni, mais effectivement, on veut aussi s'inspirer d'un certain nombre de pays européens, puisque en France, on nous le dit très souvent et régulièrement, c'est pas possible, le droit européen. Eh bien, les Allemands roulent, la police allemande roule en BMW et en Mercedes. Les Italiens font la promotion de leurs produits, et nous, on est d'une très grande naïveté sur cette approche. Donc, comment développer l'achat local dans ce contexte ? Et puis, là aussi, on nous parle de comment mieux mobiliser la commande publique. Et Monsieur le Ministre, on nous parle aussi, on nous a parlé, je l'ai vécu aussi sur le terrain, dans cette commande publique, on massifie de plus en plus, on regroupe de plus en plus, donc permettant d'avoir des achats moins localisés. Et finalement, là aussi, avec des capacités de performance, de coûts d'achat qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Quelle est votre appréciation sur ces différents points? Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je voulais juste rajouter, comment est-ce qu'on peut encore expliquer à nos concitoyens que l'impôt qu'ils payent sert à acheter des produits qui ne font pas fonctionner la France? Écoutez, j'aborderai 2 points. Je laisserai Madame Bogilis sur sa lancée, puisqu'elle a parfaitement, et j'approuve en tout point, sans retirer un seul mot de ce qu'elle a exposé, nous sommes parfaitement en ligne, et donc je la laisserai exposer la position de tous ceux qui se battent pour ça sur la question des plateformes. Moi, je vais aborder 2 sujets. Origine France Garantie, je suis membre du conseil d'administration, c'est M. Gégaud qui aurait pu le dire, mais enfin on va dire de la même manière, nous sommes parfaitement en accord. Puis la question de la commande publique est un sujet sensible, et je voudrais qu'on avance un peu sur ce sujet avec vous, puisque vous êtes vous-même des élus locaux, puisque vous êtes des sénateurs, vous représentez des territoires, vous connaissez parfaitement la mécanique de la commande publique locale. Alors, sur le label, maintenant il va falloir agir. Parce que ça fait 10 ans qu'on blablate partout, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir une loi qui impose la connaissance par le consommateur de l'origine du produit. Bon. Alors, nous, on l'a fait de façon privée. C'est le principal label Origine France Garantie. C'est une garantie des origines. Ça ne veut pas dire que nous sommes des intégristes. Ça ne veut pas dire que 100%, comme les chaînes de valeur sont éclatées sur le plan mondial, ça ne veut pas dire que 100% du produit est fait en France. Mais comment fonctionne le label? Nous avons dit, et c'est comme ça qu'a été montée Origine France Garantie par Yves Gégaud il y a 15 ans, et moi je trouve que c'est tout à fait performant et efficace et acceptable par les entreprises. Il faut que la majorité de la valeur du produit soit fait en France. Alors, c'est quoi la majorité de la valeur? Écoutez, je prends un pot de miel. Qu'est-ce que fait la FNOR quand je lui ai demandé de certifier mes pots de miel? Bon, je lui ai dit, voilà, il y a le verre, il y a le capuchon, l'étiquette et le produit. Quelle est la répartition de la valeur? Prix du verre, prix du capuchon, prix de l'étiquette, prix du contenu. Quelle est la partie qui est faite? Parce qu'on n'a pas d'usine de verre performante ou capable de répondre à mon distributeur. Donc ils sont allés chercher, je crois que c'est plus le cas maintenant, mais au début, ils sont allés chercher les pots en Italie. Et le capuchon est effectivement fait en France et le miel est effectivement français. Donc on est arrivé à 78 ou 19% de valeur. Mais ça, c'est une vérification qui est sur facture, qui est absolument vérifiable et qui est objective. Alors, vous avez, quand on tombe à 49%, c'est fini, on n'est plus France. Donc, ça oblige finalement les producteurs qui veulent bénéficier du drapeau à faire un tout petit effort. Exemple, la Toyota Yaris, qui est fabriquée à Valenciennes, quand on assemble, ça n'est pas forcément la valeur fabriquée sur le sol français. Mais eux ont travaillé à avoir le label, contrairement à des constructeurs français qui ont mis du temps avant de s'y mettre. Maintenant, ça va mieux. Renault s'y est mis, Stellantis hésite, etc. Mais eux ont été les premiers.
à adhérer à Origine France Garantie. Donc, eux, ils ont fait un tout petit effort sur leurs fournisseurs en disant bah, on va augmenter pièce par pièce pour avoir une majorité faite en France. Donc non seulement ils ont les emplois de l'assemblage, mais ils ont soutenu la sous-traitance. Quand on a demandé, moi je me souviens avoir à Bercy convoqué tous les formidables acheteurs du CAC 40 et les patrons avec, en leur disant écoutez, 16% de vos achats sont destinés à Plaque France, au territoire français. C'est pas suffisant. Alors depuis, comme tous ces gens du CAC 40, on a tout vendu, Alstom, Technip, Essilor, etc., on a tout, Lafarge, etc. On n'a plus de levier, parce qu'on a même les grands groupes, je ne vous parle même pas du désastre Veolia-Suez, donc vous voyez quand même les dégâts 10 ans après, hein, quand même, Alcatel, etc. Bon, ben, donc là, je leur avais dit, 16%, c'est pas bien, moi je veux 25%. C'est un effort. Bon, oui, mais c'est trop cher, bah, vous faites un effort, vous devez ça à la France, que disait Mme Bogilis tout à l'heure, vous devez ça à la France. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'accord. Donc, ils sont venus, ils sont repartis, on n'a jamais entendu parler après. Pourquoi ? Bah, parce que c'est un travail permanent de lutte avec les grandes entreprises en leur disant « occupez-vous des PME ». Ça, ce n'est pas de la commande publique, hein. C'est de la commande privée. Mais c'est l'essentiel du marché. Alors, maintenant, j'en reviens à la commande publique. Bon, en France, on a deux particularités. C'est qu'on a un achat public qui est éclaté, c'est-à-dire très décentralisé, très déconcentré. Donc vous avez une multiplication d'acteurs acheteurs, collectivités locales, sous-préfectures, comment ça s'appelle, hôpitaux, établissements publics, interco, bon, bref, qui est d'ailleurs à l'image du puzzle administratif local, qui n'est toujours pas résolu, qu'il va falloir résoudre un jour ou l'autre. Et donc, vous avez des acheteurs partout. Bon. Donc, en France, il y a 120 000 acheteurs. Ça, c'est la première partie. En Allemagne, il y en a 3 000. Donc, les 3 000 acheteurs, vous pouvez les réunir dans une pièce en leur disant, vous achetez, s'il vous plaît, comme ça. Vous allez faire comme ça. Le ministre de l'économie peut réunir les 3 000 acheteurs en leur disant, bah, maintenant, vous avez un ordre de mission patriotique, débrouillez-vous. Voilà. Nous, impossible. Deuxième sujet, la commande publique est sous pression pénale. Donc évidemment, tout le monde tremble. Aïe, 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 aïe. Bon, donc le sujet, c'est est-ce qu'on peut avoir évidemment une régulation qui ne mette pas en cause la responsabilité pénale des acheteurs qui du coup se réfugient derrière des espèces de règles de droit qui d'ailleurs n'existent pas. Le droit européen n'a jamais empêché la commande patriotique. La preuve, c'est que les autres pays européens la pratiquent. Et la pratiquent avec beaucoup de fermeté. Alors, la première mesure, c'est réduire le nombre d'acheteurs. Et former le petit nombre d'acheteurs à acheter selon les règles, à utiliser les règles pour qu'elles soient effectivement satisfaisantes. Ça a été le cas avec l'UGAP. On a demandé à l'UGAP de faire ce travail-là. Enfin, l'UGAP, qui je n'ai pas sous injonction du ministère de l'économie, mais ministère du budget. Grave erreur. Pourquoi ? Parce que le ministère du budget, ça veut dire qu'on cherche à baisser les prix. Donc c'est une politique d'achat toujours au moins 10 ans. Tandis que s'il était sous le contrôle du ministère de l'industrie ou de l'économie, ce ne serait pas favoriser le consommateur, qui est l'État, ou les collectivités locales, mais le producteur. Donc ce sujet est très important. Moi, j'avais demandé dans les répartitions de tutelle sur les services, j'avais demandé la commande publique, qui m'a été refusée parce que Bercy a ses vieilles habitudes. Je l'avais demandé justement pour pouvoir avoir autorité sur le patron de l'UGAP, qui pour moi n'est pas un patriote. Il ne fait pas le travail de préférence collective de notre plaque industrielle, de notre territoire industriel. Donc, on a un problème. Pourquoi ? Parce que c'est pas son boulot. Lui, on lui dit moins cher, moins cher, moins cher, moins cher. Donc, moi, je lui disais, c'est pas le problème, c'est le producteur, la France, que la France, rien que la France. Bon, donc on voit bien que les injonctions contradictoires doivent être traitées. Donc, ça, c'est
le catalogue sur la base duquel, mais l'UGAP c'est peu par rapport à la commande publique, hein, c'est peut-être, je crois, c'est 10 ou 15%, mais tout le reste. Donc il y a trop d'acheteurs, donc il faut qu'à un moment ou un autre, on décide de concentrer l'achat. Il faut un acheteur par région pour toutes les collectivités locales et qui fait le boulot, une agence technique de commande publique et qui, avec des gens surperformants, qui connaissent tout le droit par cœur, et qui, d'ailleurs ça libérera des postes pour remettre sur le terrain tout un tas d'autres agents de la fonction publique territoriale qui font de l'achat toute la journée, ils ont peut-être, voilà, et qui permettrait d'améliorer les résultats de la commande publique vers la France, vers nous-mêmes. Ça permettrait au président de pouvoir dire nos impôts servent à nos emplois. Bon, régional, ça existe dans certains endroits. Hein. Vous avez par exemple dans des régions comme l'Aquitaine, je crois, chez vous, je crois, vous avez déjà mais c'est volontaire, si vous voulez. À la limite, il faut une agence technique d'achat qui est... Qu'est-ce que ça peut faire la puissance publique? C'est les puissances publiques. De toute façon, c'est des règles applicables, donc locales, régionales, départementales et État. On se met tous ensemble. D'ailleurs, il y a des agences techniques. Le CEREMA, c'est une agence technique. C'est les anciens services de l'équipement qui sont au service des collectivités locales sur l'urbanisme, les ponts, les routes, les inondations. Et tout le monde travaille ensemble. L'État, les collectivités locales. Donc, sur un territoire, sur l'achat public, tout le monde se met ensemble. Je vais vous donner un exemple. Et je vais m'arrêter là. L'affaire Carlide sont les poches de sang. C'est intéressant. Poches de sang... la PHP, c'est-à-dire les hôpitaux de Paris, fait des appels d'offres. Et sur les poches de sang, Carlide, 400 emplois à Mouveau, dans les Hauts-de-France, dans le Nord. Bon. Depuis des années, Carlide travaillait avec les APHP, puis il y a eu un appel d'offres, et les Allemands ont gagné au centime. Mieux disant. Donc, Carlide est en redressement judiciaire, fait faillite, évidemment. Mais là, on se dit, on ne peut pas perdre cet outil. Et donc, le ministère de l'Industrie se porte au secours. Alors, entre-temps, il y en a un qui a repris, qui a fait faillite, un deuxième, qui n'a pas obtenu les marchés de la PHP qu'on disait ont été renouvelés, puis un troisième, puis etc. Et donc, l'État, à un moment, dit, on ne peut pas perdre Carlide, ce n'est pas possible. Donc, je vais mettre 20 millions dans Carlide avec le repreneur pour qu'il refasse des poches de sang. Mais est-ce que les acheteurs de la PHP on fait le travail pour assurer, on ne demandait pas mettre de l'argent dans Carlide, de l'argent public. On demandait juste à la PHP d'abandonner son centime compétitif avec les poches allemandes. Mais vous n'avez pas autorité sur l'acheteur, la PHP, parce que il est sous autorité. Alors il y a l'ARS, il y a le patron de la PHP, c'est un État dans l'État, donc il n'y a pas d'autorité. Donc vous sortez l'achat, et vous mettez des agences où vous mettez tous les services publics, toute la commande publique, les collectivités locales. Voilà une mesure, une proposition. Et alors déjà, vous allez libérer du temps de travail et vous allez concentrer tout ça. Et vous allez avoir des acheteurs qui sont des cadors de l'achat et qui savent utiliser les règles et qui obéissent à leur mission. Leur mission, c'est la France. Voilà. Donc vous faites des UGAP locales. En mieux, hein, parce que l'UGAP, pour moi, ça ne marche pas. Hein. Franchement, des pulls pour les pompiers et les gendarmes tricotés en Chine, et pour l'armée, c'est un scandale. Voilà, mais c'est tout, moi je vous le dis, ça suffit maintenant. Donc maintenant, prenez cette affaire en main. Il n'y a pas de gouvernement en France. Ben, il y a au moins un Parlement. Il n'y a pas de gouvernement, il est bloqué, il ne fait rien. Vous faites des commissions d'enquête, faites des propositions de loi, parce qu'apparemment, elles passent quand il y a des majorités. Allez-y, c'est le moment, prenez le pouvoir. Ça dort. Ça fait 10 ans que ça dure. Merci beaucoup. Madame Voigilis. Je vais rebondir sur l'UGAP. Ce n'est pas dans les questions, mais qui, du coup, pour le coup, je pense qu'il y a un sujet quand on parle de commande publique et d'aller vers, en général, on demande aux gens d'être référencés sur l'UGAP. Je pense qu'il y a aussi des sujets de prix et d'interroger peut-être si, quand on passe par ce type de plateforme, le bon prix est pratiqué.
il y a une certaine tendance. Et alors déjà, est-ce qu'on ne devrait pas encourager le référencement de plus d'entreprises françaises avec une prime pour les entreprises fabricant en France, en tout cas pour des questions de durabilité, d'empreinte carbone, vous pouvez mettre le critère que vous voulez. Et par ailleurs, je pense que quand il s'agit de commandes publiques, il faut bien veiller à ce que, parce que c'est un acteur public, vous avez le même jeu quand les entreprises... Quand vous êtes sur des projets où on sait que les entreprises ont demandé des subventions, les prestataires de ces entreprises ont parfois tendance à augmenter les devis en se disant... Voilà, donc il y a parce que là, pour le coup, il y a une déperdition d'argent public et en termes d'efficacité et de moyens dépensés. Donc je ne suis pas convaincue qu'aujourd'hui, la structure actuelle avec ce référencement soit vraiment favorable au Made in France et aux finances de l'État. Après, sur les différentes questions, il y a... moi, je crois beaucoup. Alors, c'est difficile de faire prendre conscience que les gens fassent le lien quand ils sont devant un rayon, de se dire que s'ils prennent un produit fabriqué en France, ils vont contribuer plus à l'emploi et donc, d'une certaine manière, au financement du système dont ils bénéficient tous, à travers les infrastructures, le modèle social français, etc. Et c'est d'autant plus dur parce que je vais vous donner un exemple. Vous pourrez vous dire que tous les syndicats salariés et patronaux, mais surtout salariés dans l'exemple que je vais donner, s'intéressent et sont particulièrement sensibles au fait de consommer des produits fabriqués en France. Il faut savoir que les syndicats distribuent chaque année à travers les CSE des cartes cadeaux. En tout cas, les CSE distribuent des cartes cadeaux. Voilà, vous avez très certainement reçu la carte française et qui vous aura très certainement expliqué le nombre de fois où eh bien, la réponse qu'on leur fait, c'est le pouvoir d'achat qui prime sur le fait de soutenir l'économie française et d'une bonne idée qui peine à s'imposer en France, alors qu'on pourrait se dire que ce sont les premiers concernés et peut-être les plus sensibles à ce sujet-là. Donc il y a la question de comment on se mobilise collectivement et je crois vraiment au fait de faire des campagnes assez simples. On fait bien des posts télé pour tout et pour rien avec un certain nombre de numéros verts. Et je rigole parce que je pense qu'il y a une personne qui écoute l'audition aujourd'hui qui m'a parlé il y a très récemment de l'arbre des numéros verts. Donc ça me fait rire tout seul, excusez-moi. L'arbre des numéros verts, mais en tout cas, on fait des campagnes pour tout et pour rien. On pourrait très bien faire une campagne où on explique l'intérêt de consommer en France, l'impact environnemental, l'impact social. Et ce qu'on demande aux gens, c'est pas d'acheter demain 100% de produits fabriqués en France. Si vous êtes à 5%, c'est de passer à 10%. Si vous êtes à 10%, c'est de passer à 15%. Et tout ça aura un effet d'entraînement sur le tissu productif. Je pense que tous les gens qui s'intéressent à ce sujet sont bien conscients des enjeux de pouvoir d'achat et de toute la complexité qu'il y a à faire évoluer des pratiques d'achat. Déjà, si les gens s'intéressent au sujet et prennent conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir avec leur choix, ce sera un premier pas et ça peut être fait de différentes manières. Alors on pense intuitivement à la consommation de biens courants, que ce soit du textile, que ce soit de l'électroménager, mais c'est valable pour tous les éléments de sa vie. En fait, une maison, pensez à avoir des fenêtres qui sont fabriquées en France, exiger de vos fournisseurs qu'ils prennent une part de produits plus importante en France. L'autre chose, c'est peut-être avoir des instruments publics, une TVA différenciée sur des produits. Alors, il y a des réflexions sur on parle beaucoup sur le reconditionné, mais en fonction de la durabilité des produits, de leur impact sur le territoire. Alors il faut voir ce qui peut être fait dans le cadre européen, même si on peut tenter de s'en affranchir. Je pense malheureusement que si on peut le contourner ou s'y adapter, je doute de voir dans la classe politique des gens qui auraient le courage de dire... peut-être à part vous, cher Arnaud, mais c'est une flagornerie. Je pense malheureusement que si on avait des responsables politiques capables de s'en affranchir et de dire j'accepte de payer les amendes européennes, on les aurait découvertes depuis bien longtemps et que même tous ceux qui nous font des discours largement anti-européens se comporteront très certainement comme leur modèle européen qui est Viktor Orban, qui est très fort pour critiquer l'Europe, mais venir chercher tous les subsides qu'il faut à Bruxelles. Et vous avez la question des crédits d'impôt. Aujourd'hui, les crédits d'impôt sont aveugles à l'origine des produits. Il y a des choses qui ont tenté d'être faites dans le cadre de la loi d'industrie verte avec le triple E, alors qui est compliqué. Si
comment exclure la Chine sans exclure la Pologne quand on regarde le mix énergétique polonais, mais en tout cas que le crédit d'impôt ait conscience, ne soit plus aveugle à l'origine des produits, me semblerait permettre de gagner en efficacité sur cette dépense publique. Sur la question des plateformes, je pense qu'il faut être assez ferme, taxer massivement, voire interdire quand on a des éléments qui sont, ça contrevient à du droit français. Alors ce qui est compliqué, c'est que si vous dites j'interdis Chine parce que ils font par exemple travailler les Ouïghours, vous risquez d'interdire un certain nombre de biens qui entrent sur le territoire français, dont des biens tels que les téléphones mobiles ou autres. Je pense qu'on s'expose. Donc le bon positionnement de la mesure est pas simple. Mais il y a un taux de consommation qui n'est de toute manière pas compatible en fait avec nos objectifs environnementaux. C'est très clair. Et puis on est en train de détruire on détruit des filières françaises du textile, mais on détruit toutes les filières, notamment vous avez des filières en dehors d'Europe de récupération de ces vêtements qui sont en train d'être pourries complètement parce qu'elles sont submergées par le nombre de vêtements avec des fibres de mauvaise qualité. Donc il y a aucun bon sens économique à les maintenir. Et puis après, il y a aussi tout ce qu'on pourrait faire plus en France avec des questions de prix. Et je pense que la robotisation, même si on peut dire qu'elle n'est pas simple dans le domaine du textile, avec notamment tout ce qui est tricotage 3D, peut permettre d'abaisser les coûts de production sur le territoire et donc pas de devenir compétitif face à la Chine, mais parce que je crois que fondamentalement, ce n'est pas un modèle qui est viable et qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de facilité à accéder à des vêtements à bon prix et de qualité, notamment avec tout ce qui se fait sur la seconde main, et que par ailleurs, on le cache très souvent derrière des questions de pouvoir d'achat, mais je vous assure que quelqu'un qui n'a pas de pouvoir d'achat n'achète pas 50 pièces par mois sur un site comme Shein. Il y a des gens qui renouvellent très très peu leur garde-robe et qui vont plutôt aller chercher de la durabilité, ou en tout cas quand ils prennent une pièce à bas coût, c'est qu'ils n'ont vraiment pas d'autre choix, mais ils ne vont pas prendre 15 pantalons. Si vous avez les moyens d'en acheter 15, vous avez peut-être les moyens d'en acheter qu'un, mais qui tiendra plus longtemps, ou en tout cas qui aura un impact plus important. Sur la question des douanes, je pense qu'il faut leur donner des moyens d'assurer leur mission. Et c'est encore une fois, c'est une question de choix. On ne peut pas tout faire. Et dans le contexte de finances publiques actuelles, on doit se dire là où est-ce qu'on doit mettre des moyens, parce que c'est important pour notre tissu industriel, parce que c'est cohérent avec nos politiques publiques, qu'elles soient industrielles ou environnementales, et parce que ça permet aussi peut-être de faire entrer quelques deniers dans les caisses de l'État. Et ça, il y a une multiplication de contrôles dans tous les sens, mais peut-être qu'il faut réduire et les mettre là où ça a du sens. Et la dernière chose, c'est peut-être sur l'initiative privée. Donc sur la commande publique, il y a tous les critères que vous pouvez mettre dans les appels d'offres. Aujourd'hui, le critère prix, pour la commande publique comme pour le particulier, prime, comme pour les entreprises. Et du côté de privé, il y a une initiative que je trouve très intéressante, c'est tout ce que fait la région Bretagne, portée notamment par Loïc Enaf, qui est le PDG de l'entreprise Enaf, mais qui est aussi conseiller régional, sur la relocalisation par les achats, et les achats des entreprises. C'est-à-dire prendre les achats des entreprises, regarder ce qui pourrait être approvisionné en Bretagne ou en France, et essayer aussi de connecter des entreprises bretonnes avec des sous-traitants bretons avec des entreprises qui ont des thématiques d'achat. Il y a aussi un sujet, c'est qu'il y a une faible connaissance du tissu industriel. Quand vous cherchez un sous-traitant, c'est la croix et la bannière. Vous allez à Shenzhen, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Vous voulez trouver un sous-traitant en France, c'est compliqué. Et puis, de sources sûres d'expérience de différents entrepreneurs, vous allez à Shenzhen, vous êtes reçu comme un roi. Vous voulez aller voir un sous-traitant français, vous vous débrouillez pour aller jusqu'à son usine. Et ça joue quand même. Quand vous ne trouvez pas et que ça vient directement à vous avec une grande facilité, et ben forcément, vous allez choisir celui qui est moins cher, qui vous garantit du volume et qui vous sert comme si vous étiez la 8e merveille du monde. Et ça, c'est la dernière chose, c'est peut-être... j'ai passé un article il n'y a pas longtemps, quand est-ce que la France a arrêté de s'aimer. Je pense que dans la question du sens ou de renouer avec ce qu'on fait, il y a la question de la fierté de la production française et donc de vouloir soutenir quelque chose parce qu'on y croit et on croit à un projet de société. Et ça, c'est un travail éminemment politique. C'est qu'est-ce que la classe politique nous offre en termes de sens et en termes de projet. Et on peut débattre de mesures techniques, ce qu'on fait dans les rapports,
de modification, parce que quand on parle de simplification, hein, c'est d'aller abattre des petits critères de choses et autres. Mais ce qu'on attend aussi, c'est de renouer avec du sens et une vision qui donne envie de faire des choses ensemble malgré nos désaccords. Et aujourd'hui, je crois qu'on donne surtout envie aux gens de ne pas faire ensemble et d'aller s'enterrer chez soi en attendant que les choses aillent mieux. C'était la note positive pour finir. Je voudrais rebondir un instant sur un problème stratégique quand même, parce qu'on a la gestion des règles, nous sommes au Parlement, mais il y a aussi les grands choix sur lesquels il faut quand même qu'on se dise des choses, si vous me le permettez. Le monde est en train de rétrécir. Le prix mondial, qui est la dictature de la mondialisation, c'est-à-dire on s'aligne sur le moins-disant productif, social, environnemental, qui a détruit l'industrie, une grande partie de l'industrie occidentale, et qui a produit la rébellion dans les urnes du populisme. Quand on regarde les conséquences d'appauvrissement des classes populaires moyennes aux États-Unis et en Europe, on comprend ce qui est en train de se passer. Donc cette rébellion-là, elle a un sens, elle a un objectif, c'est-à-dire mettre fin à la mondialisation qui a mis en concurrence des classes ouvrières syndiquées depuis un siècle avec les nouveaux esclaves du capitalisme sauvage asiatique. En gros, je résume, mais enfin, on n'est pas très loin de la vérité. Conséquence, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les Européens? Continuer à dire au reste du monde, ouvrez-vous, nous restons ouverts, dans ce monde qui se rétrécit et se referme? Ou est-ce qu'on doit dire, vous vous fermez, bah nous aussi? Le sujet, d'ailleurs, n'est pas tellement la riposte vis-à-vis des États-Unis. Et la retenue dont a fait preuve l'Union européenne me paraît intelligente. Le sujet, c'est la Chine, comme l'indiquait Mme Bogilis. La Chine, aujourd'hui, est en train, parce qu'elle n'a pas de marché intérieur et des capacités de production qui sont excédentaires, parce que c'est une économie structurellement extravertie, va chercher les zones du monde qui ont du pouvoir d'achat et une ouverture qui lui facilite la tâche. C'est exactement, donc la cible, c'est nous. Nous sommes les prochaines victimes de l'industrie chinoise. Donc on n'a pas d'autre choix que non pas prendre des mesures telles que celles qui ont déjà été prises par l'Union européenne, c'est-à-dire des droits de douane, 37% sur les véhicules électriques, vous inquiétez pas, ils ne bougeront pas les prix, ils vont absorber les 37% puisqu'ils pratiquent le dumping social. L'exemple du textile avec Chine est l'avant-signe coureur sur des produits de consommation courante de ce qui nous attend. Alors, on a déjà perdu le textile il y a 20 ans. Donc ça n'a pas trop de dégâts aujourd'hui. Vous avez les industriels qui essaient de remonter, qui sont les survivors, hein, les survivants de la mondialisation textile asiatique, qui disent « mais qu'est-ce que vous faites ?» Rien. Bon. Mais ce qui se passe sur le textile va se produire sur nos industries à teneur technologique, puisque nous sommes maintenant en retard. C'est nous le pays en voie de développement et c'est eux le pays développé. Voilà. Donc, on n'a pas 36 solutions. Quand on est un pays en voie de développement, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Bayrou qui est devenu Premier ministre. Quand il était commissaire au plan, il a fait un rapport sur la bataille du commerce extérieur où il écrit que par certains aspects, l'économie française présente des signes d'une économie en voie de développement. Et malheureusement, nous devons le reconnaître et ouvrir les yeux et ne pas se raconter d'histoire. Donc, cette reconstruction-là, elle se passera si nous sommes capables d'établir des barrières protectionnistes qui nous permettent de le refaire. Le Japon a construit son industrie comme ça. La Chine a construit son industrie comme ça. Les Américains ont une tradition protectionniste pour préserver l'industrie. Les seuls qui n'en ont pas une, ce sont nous, les Européens. Donc ça veut dire que politiquement, il va falloir qu'on se mette dans le crâne, qu'on va être obligé d'affronter, non pas les États-Unis, encore une fois, ce ne sont pas nos adversaires, mais nous allons devoir, nous, si j'ose dire, faire du Trump vis-à-vis des Chinois.
c'est-à-dire taxer les autres plutôt que taxer nous-mêmes. C'est ce que fait M. Trump. M. Trump, excusez-moi, c'est une politique purement nationaliste et qui a le mérite d'être très clair. C'est plutôt que pour réparer les déficits budgétaires qui ont permis de relancer l'économie mondiale 3 fois, alors il y a eu la récession, le Covid et puis maintenant, il dit bah, écoutez, c'est vous qui allez payer parce que moi j'ai déjà tout payé. Enfin moi, les États-Unis, moi, c'est ça son raisonnement. Donc je taxe les autres parce que moi je ne peux plus payer. Et je ne vais pas taxer les Américains pour rembourser ce qui vous a servi à relancer l'économie mondiale. Je me souviens parfaitement de la discussion que nous avions à Washington, à la Maison-Blanche, avec le président de l'époque, M. Hollande, et Barack Obama, qui disaient « Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites de l'austérité budgétaire et moi je relance. » Eux sont sortis de la récession en 2 ans. Et nous, 10 ans après, on s'est encore traîné des taux de croissance qui ne nous ressemblent pas et on n'a pas reconstitué notre potentiel industriel et économique qu'on a perdu en 2008, 10 ans après. Donc vous voyez, les Américains, ils nous envoient la facture. Bon, et si en plus on se laisse faire de l'autre côté par l'autre empire montant, ben je crois il nous restera, comme l'écrit Michel Houellebecq dans La carte et le territoire, des stations de ski, s'il y a encore de la neige, et 10 000 musées pour amuser les touristes qui viendront regarder. Et il y aura des emplois de services mal payés pour les gens, les Français, qui chercheront à finir la fin de mois comme ils pourront. Merci. J'ai toute petite précision de Franck Menonville et après je donne la parole à Michel Canevet et Pierre Cuypers. Oui, monsieur le ministre, je voudrais rebondir sur vos derniers propos et notamment vous évoquiez l'impasse finalement au niveau automobile de l'effet taxation. Donc vous seriez plutôt sur une protection au travers des normes plutôt que des taxes ou quel est le... Tous les moyens sont bons pour se préserver parce que là on a un problème. Il va falloir que les normes... Mais ça va être difficile parce que leur véhicule, vous allez chercher des normes. En fait, il va falloir simplement, on avait fait à l'époque avec le Japon et la Corée on avait fait des quotas d'importation. On leur met des quotas d'importation en Europe, en disant écoutez, désolé. Alors évidemment, il y aura des mesures de rétorsion sur l'automobile allemande, mais c'est tout le débat d'ailleurs sur l'automobile allemande. Donc les Allemands ne veulent pas le faire, mais les Allemands ils sont en train de descendre comme nous et ils ont perdu 40% de part de marché sur Volkswagen et Mercedes en Chine en un an. En un an. Donc ils vont aller produire en Chine. Peut-être, mais qui voudra de Mercedes fabriquée en Chine réimportée en Europe avec des chômeurs qui ne pourront pas les acheter ? Y compris les chômeurs allemands, ils ont fait un plan à Volkswagen de 30 000 licenciements. Donc il y a 15 millions d'emplois qui sont menacés en Europe dans l'industrie automobile. Donc là, on arrive à des sujets extrêmement graves. Le patron de Stellantis qui est parti, M. Tavares, avait averti. Donc nous, on fixe des normes sur nous, alors qu'on ferait mieux de mettre des taxes sur les autres. Voilà. Et les taxes, ce n'est pas 37%. Hein, ça devra être des taxes du niveau de Trump, c'est-à-dire 100, 120. Et là, on commencera à respirer. Voilà, il va falloir vivre maintenant dans un monde où, finalement, nos propres marchés vont devoir avoir une capacité de production en rapport avec la capacité de consommation. Voilà, et donc l'Allemagne et son appareil industriel, il y a 2 pays dans le monde qui sont des économies ultra extraverties, c'est l'Allemagne et la Chine. Et des pays qui ont 2 déficits jumeaux, c'est-à-dire le déficit du commerce extérieur et le déficit public, c'est les États-Unis et la France. Alors, vous voyez à peu près donc la divergence au sein de l'Union européenne sur les orientations stratégiques. Nous, on ne s'en sortira pas si on n'a pas une politique à la Trump. Mais les Allemands ne veulent pas pour l'instant. Mais le temps passe. Madame von der Leyen, qui est allemande, je le rappelle, qui pilote la Commission européenne comme si c'était l'Allemagne, nous pose un certain nombre de problèmes stratégiques de survie européenne. Donc il y a un moment où on atteint... Donc on peut parler de tout un tas de choses, mais ça, c'est le cœur du problème qui va toucher les Français dans les mois, pas les années, les mois à venir. Donc là, il y a, si j'ose dire, le feu... Et il va falloir que nous nous en occupions tous. Je me permets de répéter ce message, Monsieur le Président. Je crois que vous l'avez déjà entendu la semaine dernière, mais je le redis devant vos collègues sénateurs. Le sujet est extrêmement grave. Et je crois que M. Dufour
a eu des propos publics de même nature. Identique. Donc nous sommes tous d'accord. Donc là, ça c'est le sujet du gouvernement et du Parlement français. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, un tir groupé de questions. Michel Canvet, Pierre Cuypers, Michel Masset, Guillaume Gontard. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie beaucoup votre enthousiasme et votre volontarisme, Monsieur le Ministre, et puis j'apprécie également vos propositions, chère Madame. Vous évoquiez tout à l'heure... Si vous pouvez vous présenter quand vous prenez la parole. Michel Canvet, sénateur du Finistère. Vous évoquiez tout à l'heure les masques. La dernière des 4 usines de masques qui avaient ouvert en Bretagne depuis 2020 vient de déposer le bilan, effectivement. Alors, en Bretagne, nous avons une association qui s'appelle Produire Bretagne, qui regroupe 500 entreprises qui ont un label assez sérieux. Est-ce que vous pensez que l'on peut quand même conserver ces labels régionaux, même si je comprends bien que vous souhaitez qu'il y ait un label national beaucoup plus fort? Est-ce que vous pensez qu'on peut garder ces labels? Ils existent aussi dans le domaine agroalimentaire pour ce qui concerne les appellations d'origine contrôlée ou les entités territoriales. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose que l'on pourrait également développer dans notre pays qui permette de signifier l'enracinement des entreprises et effectivement, et je partage par ailleurs votre sentiment sur la nécessité d'être beaucoup plus actif sur le sujet parce que la situation de nos comptes publics fait qu'on ne pourra pas continuer à dépenser de l'argent pour soutenir l'industrialisation. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on lève les normes, les contraintes qui pèsent sur les entreprises actuelles. Oui, merci, Président. Alors, Pierre Cuypers, sénateur de la Seine-et-Marne, agriculteur en exercice. Le thème, Président, est bien choisi et les intervenants le sont aussi. Je regrette l'absence d'Yves Gégaud, qui aurait pu nous parler de son expérience, qui est lui-même Seine-et-Marnais. Alors, fabriquer en France, oui, bien sûr, c'est possible. Faut-il encore pouvoir vendre? Faut-il encore pouvoir exporter? Et ça a été tout le sujet. Et je partage la façon avec laquelle vous avez dit l'un et l'autre la situation. Si vous le permettez, Président, j'ai 3 sujets. Le premier, oui, court, mais enfin, qui peuvent vous intéresser et vous donner des éléments sur l'exportation. Je suis allé il y a quelques semaines, quelques mois, en déplacement pour le Sénat en Égypte. En mission, et j'ai pu rencontrer le président Al-Sisi et j'ai pu déjeuner avec lui une dizaine de personnes autour de la table et j'ai rappelé au président combien ce pays était incroyable puisqu'il vivait sur moins de 5% de son territoire. Et je lui dis, moyennant quoi, vous êtes devenu le plus gros importateur de blé au monde. Vous importez 12 millions de tonnes. Il me dit, oui, c'est exact. Je lui dis, ce qui est exact aussi, Président, c'est que vous n'apportez de France que 426 000 tonnes. C'est-à-dire, c'est rien. C'est même pas l'épaisseur du trait. Alors, il me prend mon poignet, j'étais assis à côté de lui, et il me dit, voyez, vous avez le meilleur blé du monde. Et il me le répète 3 fois pour que je comprenne bien, comme un pharaon qui veut vous faire comprendre ce qui se passe. Je lui dis, oui, et alors, Président? Et alors, vous êtes beaucoup trop cher. Vous êtes beaucoup trop cher. Nous, on achète du blé en Russie, on achète du blé en Ukraine, en Roumanie. On l'achète en dessous du cours mondial. Il est subventionné par les États. Mais il est trop cher parce que vous êtes trop cher. Vous avez trop de charges, vous avez trop de contraintes. Vous vous imposez trop de difficultés qu'on ne trouve pas chez les autres, moyennant quoi on ne peut pas être vos clients. Le deuxième sujet, c'est un accord que le président de la République, qui lui appartient à lui seul et encore, c'est de dire on va fournir des obus en Ukraine et des munitions. Très bien. Mais on ne peut pas les fournir totalement, loin de là. Alors, on va vous autoriser à importer, à exporter plutôt, vers la France, vers l'Europe, du sucre. Et un accord a été pris entre le président de la République et lui et les Ukrainiens pour importer 200 000 tonnes de sucre. Aujourd'hui, nous sommes à près de 800 000 tonnes d'importation à droit zéro. Du sucre qui arrive en France à droit zéro. Nous fermons une usine en Seine-et-Marne, une sucrerie qui ne va pas ouvrir. Soupe-sur-Loing. Pour différentes raisons, mais le marché est tel qu'aujourd'hui, nous allons perdre nos outils industriels. Alors on peut fabriquer en France, bien évidemment, on a toutes les capacités de le faire. Et puis pour faire court, parce que j'ai promis, nous avions mardi, mon cher Président, mardi après-midi, nous avons auditionné le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Et je lui disais, monsieur le ministre, c'est incroyable parce qu'au niveau satellitaire, au niveau de la recherche, moi je suis dans une zone qu'on peut dire à moitié blanche, où je reçois mon Internet que la moitié du temps. Alors je suis depuis des mois, depuis de nombreux mois, à la recherche d'une solution pour pouvoir travailler comme tout le monde. Je n'y arrive pas. Et j'ai fini par aboutir, on m'a dit, mais tu sais pas, tu commandes un truc là, ça s'appelle Starlink. Alors par Internet, j'ai pu passer à un moment donné, j'ai commandé, 8 jours après, j'ai eu une boîte qui est arrivée, chez moi, j'ai ouvert mon carton et une demi-heure après, j'ai branché un câble et j'ai posé mon antenne sur ma pelouse pour essayer et j'ai augmenté ma puissance de 25 fois. Alors j'ai demandé au ministre, mais où en sommes-nous et pourquoi moi je suis obligé d'aller aux États-Unis pour ça? Parce qu'il y a les satellites à basse altitude, etc. Bon. Il me dit oui, on a loupé le créneau. Et on n'a pas vu clair, mais me dit-il, il y aura des solutions, mais on ne rattrapera jamais celle-là. Vous vous rendez compte, donc ma question c'est la situation dans laquelle on s'est mis, la situation de dépendance. On dépend du reste du monde pour tout, alimentaire, énergie, voilà. On est dans une situation où on se crée nous-mêmes nos propres contraintes. On a justement, retour d'Égypte, je suis rapporteur d'un projet de loi qui est la loi Duplon-Ménoville pour réduire et supprimer un certain nombre de contraintes et d'entraves au métier d'agriculteur. Les abeilles sont un merveilleux véhicule, mais il y a aussi d'autres phénomènes qui font qu'aujourd'hui, l'agriculture française se met dans une situation de non-concurrence par rapport à l'ensemble du monde, puisqu'on s'interdit nous-mêmes un certain nombre de choses que les autres s'autorisent parce qu'il n'y a pas de danger, il n'y a rien du tout. Bon, voilà, on est dans cette situation-là. Alors, oui, on peut produire en France, on doit produire en France, parce qu'on est les meilleurs, parce qu'on est bon, mais on ne sait pas aujourd'hui se donner les moyens de pouvoir vendre, commercialiser, et puis de continuer à produire. On va être de plus en plus dépendant. Voilà. Donc, on peut avoir toutes les bonnes volontés, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Voilà, c'est une disposition politique. Et j'entendais un de vos prédécesseurs que je suis allé voir à Bercy il y a quelques années, qui me disait, Pierre, pourquoi produire chez nous ce que l'on peut? Pourquoi produire chez nous? J'ai terminé. Pourquoi produire chez nous ce que l'on peut trouver ailleurs beaucoup moins cher? Ça, c'est un état d'esprit qui fait, et c'est à Bercy, en disant pourquoi produire chez nous ce qu'on peut acheter moins cher ailleurs. Merci Pierre. Michel Masset. Michel Masset, sénateur du Lot-et-Garonne. Je ne resterai que quelques minutes parce qu'on a d'autres auditions et des travaux qui se poursuivent assez brièvement. Bon, d'abord, merci pour vos interventions, Monsieur le Ministre, Madame. Moi, chaque fois, c'est un plaisir de vous entendre. Mais à chaque fois que je vous entends, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Quelle est ma part? Ce que vous dites est superbe, tous les exemples qu'on a, tout le monde en a sur son territoire, tout le monde en connaît, on peut continuer à ressortir des exemples, encore des exemples. Eh bien oui, il faut du courage à un moment donné. Il faut qu'effectivement, collectivement, on porte des lois, des propositions de loi, parce qu'effectivement, cette situation n'est pas tenable. Alors, ce pouvoir d'achat qui est une des priorités, peut-être des Français aujourd'hui, le souhait de produire en France et celui de légiférer. Voilà, à peu près. Vous avez développé un petit peu, et mon collègue vient de le faire aussi, le dossier de l'exportation, qui n'a pas été évoqué, mais c'est aussi une nécessité pour des entreprises. Il y a un dossier qui n'a pas été abordé non plus, celui de l'énergie française, en fait, qui est quand même un levier important, du coup, derrière pour le prix de revient et l'économie de manière plus générale. Là aussi, il y a une réflexion à avoir. Moi, j'ai noté qu'il y a quelque chose à faire qui peut être facile. L'agence technique de la commande publique, c'est quelque chose qu'on peut mettre facilement en place au niveau des territoires. Le levier que vous avez évoqué en disant qu'aujourd'hui, le foncier et l'immobilier n'est plus supportable, alors que c'est le pouvoir d'achat de la consommation qui est le plus pénalisé aujourd'hui, ou lequel on va mettre au rabais, alors qu'on a un immobilier qui continue à augmenter dans des proportions énormes.
Donc en tout cas, merci pour tout ça. Je ne serais pas resté beaucoup plus longtemps. Mais en tout cas, ça m'interroge sur mon rôle de parlementaire. Et puis, effectivement, s'il faut affronter l'Europe ou d'autres, eh bien, on doit le faire tous ensemble. Des commentaires, Madame, Monsieur le Ministre? Je me permettrai de répondre sur un certain nombre de points pour être concret et vous donner peut-être des chemins pour l'action. Bon. Vous prenez un secteur, vous prenez n'importe quel secteur économique, l'aquaculture, le logement, la construction, l'agriculture, même sectoriel. Et vous vous mettez à écouter tous les professionnels. Mais c'est un boulot de titan, hein. Donc il faut vous répartir le travail. Voilà, un couple de sénateurs ou de députés qui se met sur un secteur en disant qu'est-ce qu'on enlève comme norme? Parce que si vous attendez, j'enlève une norme quand j'en rajoute une, on en a. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on abroge? En fait, c'est une loi d'abrogation. Déjà, faites ça, parce que le Parlement, il a la charge des textes législatifs quand même. Donc, vous prenez un secteur, moi je l'avais fait dans l'industrie, puisque à l'époque il y avait le président de la République qui a demandé le choc de simplification. Je vous explique ce qui s'est passé et pourquoi il n'y a pas de simplification. À l'époque, on dit simplification, messieurs les ministres, allez chercher les informations. Je dis très bien, on a fait remonter des préfets, des DRIR, de nos soldats sur le terrain, en disant ça marche pas, des organisations professionnelles, MEDEF, CPME, et même des syndicats qui participaient à ce travail. On a sorti 500 mesures. Et après, on est parti à l'interministériel. Bon, déjà, l'interministériel, c'est dirigé par qui? Par le conseiller simplification du Premier ministre. Quel âge a-t-il? 27 ans. Qu'est-ce qu'il connaît? Rien. Mais c'est lui. Et les ministres ne peuvent pas participer à la réunion interministérielle. Donc, en fait, c'est les technos qui, eux-mêmes, entre eux, dans les administrations, décident de ce qu'on abroge ou n'abroge pas. Où est le politique là-dedans? Il n'y en a pas. Bon. Prenez ce dossier en main, il faut que ça vienne du Parlement, et vous faites des lois d'abrogation secteur par secteur. Et mais moi, je peux vous en parler, mais dans tous les secteurs où j'ai des entreprises, mais c'est incroyable. Le pays est vitrifié, bloqué. Il y a pas, notre ami, le sénateur de Seine-et-Marne, le dit sur l'agriculture. On ne peut plus travailler. Il y a toujours à demander l'autorisation. C'est même plus un régime, pour moi, libéral, c'est-à-dire libéral politique. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui n'est pas interdit doit être autorisé. Maintenant, tout le monde pense que si on n'a pas l'autorisation, on ne fait rien. Bon. Donc, ça, les lois d'abrogation, vous pouvez le faire vous-même. Et franchement, qui sera contre? Reprenez le secteur du logement, vous allez voir, et libéralisez le droit de construire, ne serait-ce que parce que les architectes vous expliquent qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. C'est pour ça que les villes se ressemblent toutes, parce que tout est normalisé. Mais qui fabrique ça? Abrogez-les. C'est vous qui avez le pouvoir d'édicter des normes et le pouvoir souverain. Donc allez-y, occupez-vous de ça. Ça, c'est pour vous, monsieur le sénateur. Autre chose, l'agence technique, on peut le faire de façon volontaire. Ça a été fait dans certaines régions, mais ça atteint certaines limites. Si vous retirez à tous, l'État, les collectivités locales, tout le monde, le droit de choisir son acheteur, de faire son truc dans son coin, et que ce pouvoir-là est transféré. Pour une fois, on retire des compétences à les collectivités locales, ils ne vont pas se plaindre. Pour une fois, c'est des charges en moins. Et transféré avec les salariés d'ailleurs, ou certains sélectionnés sous l'autorité du préfet, mais pour un établissement public qui sera un établissement public des collectivités locales et de l'État ensemble, dans chaque région, je peux vous dire, ça va tout changer. Mais ça, il faut une loi pour ça. Parce que ça touche aux compétences, à la distribution des compétences. Donc ça, vous pouvez le faire. Voilà. Après, la question de la fiscalité, les charges qui pèsent sur... Il y a 70 milliards de trop par rapport à l'Allemagne sur le secteur productif qui pèsent. Le gouvernement, depuis quelques années, a préféré baisser l'impôt sur les sociétés, qui est un impôt sur le solde, c'est-à-dire sur un revenu. Je préférerais, à la limite, qu'on décharge les impôts sur la production, c'est-à-dire que même quand vous n'avez pas gagné de votre vie, vous payez déjà un impôt. C'est pas ce qui manque quand même. Bon, c'est là qu'il faut transférer une partie de la fiscalité, les mettre sur les revenus.
quand on a gagné sa vie, c'est plus facile de payer un impôt, s'il n'est pas confiscatoire, bien sûr, que quand on n'a pas encore gagné sa vie. Franchement, là aussi, faites la liste, ça a été fait par au moins 3 think tanks sur le sujet. La Fabrique de l'Industrie, enfin, vous les connaissez tous. Le MEDEF a ses positions, mais il n'y a pas que le MEDEF. Il y a aussi des capitaines d'industrie qui ont travaillé sur le sujet, indépendamment des positions des organisations professionnelles patronales. Franchement, il y a de quoi faire. Et moi, je soutiens ce projet. Je pense que taxer la production, ça n'est pas tenable. Enfin, et de manière générale. Alors ça, c'est pour votre to-do list. Qu'est-ce que je peux faire? Vous posez cette question, je vous donne des idées. Mais de manière générale, c'est une mobilisation nationale autour de la reconstruction de notre appareil productif agricole et industriel qu'il faut prononcer. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que tout doit être organisé non pas autour du consommateur, mais du producteur. Donc le consommateur, il est beaucoup plus nombreux, il est beaucoup plus puissant, mais le producteur, il est isolé, il est seul et il est mal représenté. Donc il faut organiser aujourd'hui, maintenant, une France autour de nos aptitudes à produire pour nous-mêmes déjà nos propres besoins. Déjà, pour nous-mêmes, avant d'aller chercher ailleurs. Et ça, c'est une mobilisation nationale que les gouvernements devraient organiser. Et donc ça suppose que tout le monde s'en occupe. C'est pour ça que je prends beaucoup de temps à venir, et si j'ose dire, évangéliser à la question du produire en France, parce que ça repose sur la responsabilité de tout le monde, du citoyen, du consommateur, du producteur, de l'élu, du parlementaire, du ministre, tout le monde. Tout le monde est responsable, à sa manière, avec ses propres moyens, et là où il se trouve dans la société. Excusez-moi d'avoir été long. Très rapidement, parce qu'on a déjà abordé beaucoup de choses. Bon, je ne sais pas si on peut discuter des droits de douane et du bon niveau de droits de douane, et il y a certainement un axe là-dessus, mais je crois qu'aujourd'hui, au regard de la situation dans laquelle nous sommes et des montants d'aide publique que nous mettons sur la table pour attirer des capitaux étrangers, que ce soit en France et en Allemagne, parce que ce sont les deux pays qui ont vraiment une politique très tournée vers le fait d'attirer des capitaux étrangers. Il y a 2 sujets qui pourraient être intéressants à étudier, qui sont les transferts de technologie. Quand on a voulu, la Chine s'est développée parce qu'il y a eu des transferts de technologie, et aujourd'hui on souhaite développer ou rattraper un retard, notamment dans les technologies clés de la transition énergétique, et la question de transfert de technologie pourrait se poser. De la même manière qu'on pourrait demander à la Chine de s'implanter sur le territoire français si elle souhaite vendre des produits en France, comme elle l'a exigé des entreprises européennes, avec certainement plus de conditionnalité dans les aides publiques, plus de transparence dans les mécanismes d'aide. Aujourd'hui, nous sommes dépendants de la Chine, mais la Chine est dépendante de l'Europe d'une certaine manière, pour ses exportations. Elle a un tassement de sa demande interne, elle a des capacités de production largement importantes, et donc elle a besoin de pouvoir exporter. Et donc il y a aussi des rapports de force qu'on peut assumer. Autre chose, moi j'entends beaucoup sur... on en est arrivé là, on s'est mis dans cette situation, on ne sait plus quoi faire, mais on l'a collectivement choisi. Le fait de ne plus produire en France, ça a été une politique choisie par... Non, mais en discours, la petite, on met tout sur Serge Tchourou, qui n'a pas la paternité, d'entreprise sans usine. Là aussi, ce sont des Américains qui ont la paternité. Vous regardez des entreprises comme Nike, elles se sont fondées sans détenir les outils de production. Dans les années 90, il était courant de se dire qu'il fallait, fin des années 90, début des années 2000, que si vous vouliez réussir, il fallait se détourner du territoire français. Les entreprises l'ont fait, mais ne me laissez pas croire que l'ensemble des élites de ce pays n'ont pas été convaincues par ce projet. Quelles ont été combien de politiques s'y sont posées? Alors c'est facile d'aller sur un piquet de grève, dire ne fermez pas cette usine. Aujourd'hui, tout le monde parle d'industrie. Combien de personnes s'intéressent vraiment aux usines? Combien de personnes sont allées voir des usines et se demandent comment fonctionne? Quelle est la complexité d'un outil industriel? Et sa diversité. Vous prenez une entreprise de la chimie, c'est pas la même chose qu'une entreprise qui fait du sucre, c'est pas la même chose qu'une entreprise qui fait des voitures. Et c'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes besoins en termes de ressources. Alors je veux bien qu'on parle d'industrie, mais qu'on s'y intéresse réellement et qu'on arrête les discours
parce qu'on en parle beaucoup, on se gargarise de beaucoup de choses, et je crois qu'on connaît largement les outils, et elles sont à la main du politique. Alors on peut se dire, les entreprises ne font pas le job, mais on peut mettre des normes et des règles pour inciter. Les consommateurs ne font pas le boulot, mais on a des moyens, avec la fiscalité, d'orienter. Donc à un moment, est-ce que collectivement, on a envie de le faire, ou est-ce qu'on continue à se regarder en se disant, on se désindustrialise ? Et puis, dans 10 ans, on se retrouvera en disant il faut faire du Made in France, c'est vachement chouette. Et on sera tous avec des marinières, mais qui ne seront même plus fabriquées en France. Et la troisième chose, c'est qu'il faut avoir conscience, et je pense que tout le monde a, de la complexité de la situation qui oblige à faire des choix. On est endetté, on veut préserver le pouvoir d'achat, on veut faire la transition écologique, on veut réindustrialiser. C'est presque intenable, donc il faut faire des choix. Et dans un pays corporatiste, faire des choix, c'est pas évident, parce que je crois qu'on est infiniment corporatiste, et quand vous allez aller voir sur la simplification, parce que la règle qui ne va pas à l'agriculteur, elle va aller bien aux producteurs de fleurs, mais celle qui va aux producteurs de fleurs, elle ira peut-être pas à l'industriel de la chimie. Donc il y a des choix de société à faire. Et il faut assumer la confrontation. La confrontation, elle n'est pas forcément mauvaise, mais aujourd'hui on est dans un tel contexte, on veut le consensus, toujours. Le consensus, ça fait du consensus à minima. Il faut accepter de la confrontation, et il faut accepter de venir avec ses exigences maximales, et c'est là qu'on pourra avoir un débat qui tombera peut-être pas sur le plus bas. Mais j'insiste vraiment sur la responsabilité collective, et que chacun assume. Et moi je vais dire, vous allez vous dire, j'ai un titre aujourd'hui d'universitaire, j'ai fait le choix, j'ai fait une thèse sur l'industrie, j'ai fait le choix d'aller travailler dans l'industrie. Parce que je voulais que mon discours soit lié à des actes. Je commençais à travailler sur la décarbonation, et je suis allée travailler, et je travaille aujourd'hui dans un des 50 sites les plus émetteurs de France pour essayer de voir comment concrètement on peut faire la décarbonation. Qu'au-delà des propos et de mon ton un peu donneur de leçons que j'ai aujourd'hui, que j'aille me coller aussi à la réalité. Parce que la réalité, rapport de force, c'est je suis content quand j'ai avancé de 50 cm aujourd'hui et quand j'ai pas reculé d'1 mètre. Et donc au-delà des discours, qu'est-ce qu'on sort de là en se disant quel est notre bouquet d'action, et comment vous allez tendre la main à vos partenaires politiques qui n'ont pas la même couleur de vous pour aller avancer et avoir un début de réponse pour notre industrie, parce qu'elle le mérite bien. Et ce n'est pas les industriels qui le méritent bien derrière. Ce sont les Français qui travaillent dans ces industries et qui contribuent au rayonnement de la France et donc à notre souveraineté. Merci. C'est peut-être aussi ce qui fait l'originalité de la délégation aux entreprises, que je défends bien évidemment en étant le président. C'est qu'on passe énormément de temps sur le terrain, à la rencontre des chefs d'entreprise, à visiter des entreprises. Très régulièrement, 2 jours. On fait un tour de France. Dernièrement, on était dans le Pas-de-Calais, et là, on va aller bientôt dans le Loiret. On fait toute la France comme ça. On peut venir chez vous à un moment, 2 jours, visiter à la rencontre. On passe des journées complètes à rencontrer les entreprises, tout aussi différentes les unes que les autres. Et c'est ce qui fait peut-être que nos propositions, quelquefois, défrisent un peu toute cette administration, et même nos collègues. On a du mal des fois à faire passer les choses. J'ai une demande d'intervention de Jean-Luc Brault. Je voudrais vous dire aussi, c'est qu'il y a 2 choses qu'il ne faut pas qu'on oublie aujourd'hui dans nos différents métiers. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une entreprise du BTP et dans l'industrie que j'ai bien vendue à EDF d'Alkia, donc tout va bien. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir une femme beaucoup plus intelligente que moi, qui a fait des grosses études. Et dans notre région, on avait décidé de sauver l'industrie confection. Poitiers, Saint-Aignan, vous voyez, Beauval, on est à 100 km l'un de l'autre. 500 emplois dans une commune de 3000 habitants, dans la confection en 90, et on s'était mis en tête de sauver, enfin mon épouse s'était mis en tête de sauver la confection. Donc on avait racheté 2-3 entreprises après des dépôts de bilan, dans de mauvaises conditions, parce qu'à ce moment-là, on aurait pu les racheter pour 0 avec les bâtiments, alors que moi j'ai racheté les bâtiments en même temps, et je les ai payés, et on s'est loupé. Parce qu'il y a 2 choses, monsieur le ministre, Voy, Gillis, il y a 2 choses. C'est qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, et ça c'est ma passion, c'est la formation des apprentis et l'apprentissage des métiers. Si demain matin on veut continuer dans le bâtiment, dans l'énergie, dans l'industrie, c'est de former des jeunes qui savent travailler. Moi j'ai commencé à 13 ans et demi, mon père m'a dit « Allez, tu vas à l'apprentissage », ça ne va pas empêcher d'avoir une boutique Climatélec qui pèse aujourd'hui quand même 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais si je n'avais pas appris un métier, je ne serais jamais arrivé. La confection, on s'est loupé, vous avez raison. Et c'est dramatique, parce que mon épouse me disait à cette époque-là, tu verras, on reviendra dans ce métier. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on revient dans ce métier, grâce au métier à tisser, grâce à toutes ces choses qui nous apportent un allègement de main-d'œuvre. Mais il est trop tard.
Il est beaucoup trop tard. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, je le dis à mes collègues, mais je suis sûr qu'ils sont tous d'accord, c'est demain matin continuer à brandir l'étendard de l'apprentissage. Sans apprentis, on ne réindustrialisera pas, on ne remettra pas les métiers en service. Merci Jean-Luc. Moi, je tiens sincèrement, Monsieur le Ministre, Madame Voigilis, à vous remercier déjà pour votre présence ce matin et la liberté de ton que vous avez utilisée qui nous va très très bien. C'est un peu l'ADN de notre délégation également. Merci, chers collègues. La coïncidence fait que j'ai rendez-vous tout à l'heure avec ceux qui le veulent de la délégation et de la Commission des Affaires européennes, avec le commissaire européen Arthur Magras, qui est notamment responsable de la protection des consommateurs. Et donc, il y a un certain nombre de messages qu'on a pu capter et qu'on fera passer avec force, notamment l'un de vous, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup.